Radio Rec. It's L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Je pense que de toute façon, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le plus important, c'est de prévenir le feu, c'est qu'il n'arrive pas à la forêt. C'est là que c'est dangereux, c'est encore plus dangereux justement. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect, l'émission de politique, de débat, d'opinion, d'histoire et de société de Radio Rec, votre web radio étudiante. Désormais nous nous retrouvons en direct le jeudi entre 18h30 et 20h et en rediffusion tout au long de la semaine ou encore en podcast sur le site de la radio, radio-rec.fr. Alors peut-être êtes-vous un nouvel auditeur, alors dans ce cas rappelons que chacun peut venir débattre dans cette émission. À cette occasion, je vous rappelle notre adresse mail politique@radiorec.fr, radio-rec.fr. Vous pouvez également nous suivre et interagir sur Facebook, Politiquement Incorrect, et sur Twitter, Incorrect me semble-t-il. Garçon ou fille, la radio recrute de manière générale et vous pouvez venir pour compléter les équipes des émissions existantes ou encore vous pouvez créer votre propre émission. La radio se situe dans le bâtiment Copernic de la Cité Descartes et bientôt nous rejoindrons la maison de l'étudiant qui va ouvrir. C'est une affaire que nous suivrons et nous vous tiendrons bien sûr informés de cela. Mais je vous propose sans plus attendre de débuter notre 4e saison de l'émission. C'est la 68e émission et je vous en rappelle le concept. Chaque semaine, nos chroniqueurs et invités débattent sur les thèmes d'actualité ou sur lesquels nous décidons d'apporter un éclairage. Et il y a également des chroniques que chacun peut proposer. Et je vous propose de découvrir nos chroniqueurs de ce soir, nos débatteurs, à commencer par Raphaël. Bonsoir Raphaël. Salut Nicolas, salut tout le monde. Alors Raphaël, Master 2 de géopolitique et d'études politiques en parallèle, donc voilà, c'est parti pour une nouvelle année, et en plus avec Hugo à mes côtés, donc c'est un honneur. Et voilà, Hugo, notre ancêtre de l'émission, c'est le premier présentateur, vous inquiétez pas, il animera des débats cette saison. Le dinosaure. On a fait on a mis la présentation en jeu de l'émission dans un tirage au sort, et j'ai gagné. Je ne prendrai pas tous les honneurs, le vrai dinosaure de cette émission, c'est bien sûr Maxime, qui est l'aîné. C'est pas une insulte, là. Non. Et puis s'il faut compléter ma carte d'identité, je suis en Master 1, études européennes et internationales. Donc je suis un peu le cadet par rapport à Raphaël. Bien et sûr. Marc. Voilà, et Marc, que vous retrouverez bien sûr cette saison, bien sûr comme tous nos autres chroniqueurs habitués, et puis certainement des nouveaux, en tout cas on l'espère. Maxime est avec nous également ce soir. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et effectivement Maxime, le retour de nouveau sur une nouvelle saison. Alors Maxime, tu t'es mis en aparté du système universitaire après y avoir passé un petit moment, mais cela ne t'empêche pas d'avoir un point de vue éclairé. Charpentier aujourd'hui. Voilà, charpentier. Voilà, si vous avez des travaux à faire à la maison, eh bien Maxime pourra vous aider. N'est-ce pas Maxime ? Avec plaisir. Voilà, et peut-être un chantier à venir pour Maxime. Dans les actualités de la fac, on vous informe de l'Assemblée Générale qui aura lieu prochainement. C'est mardi, une Assemblée Générale concernant tout ce qui se passe dans la fac. Voilà, si vous êtes intéressé, eh bien, ce sera au bâtiment Copernic à 12h30 pour savoir quel est le devenir de la fac, notamment en termes de gestion de personnel, mais aussi de formation sans doute. Voilà, une réunion, une Assemblée Générale, précisons-le, ce n'est pas une réunion organisée par la présidence que nous avions reçue la saison dernière et que nous recevrons peut-être cette saison. Hugo, tu voulais rajouter un petit mot peut-être ? Oui, c'est plutôt bien au contraire. Ça a l'air d'être assez féroce contre l'université, du moins contre son administration et sa présidence. Et voilà, ça va revenir sur les, les coupes budgétaires, le gel au niveau du recrutement et des salaires, au niveau des personnels, à la fois administratifs et d'enseignants. Et voilà, eh bien, je vous propose de commencer tout de suite avec notre tour de table des coups de cœur, et des coups de gueule ou de coups de projecteur sur l'actualité. Messieurs, vous avez l'embarras du choix avec un été qui vient de s'achever. Qu'avez-vous retenu de ces 2 mois et demi de trêve d'émission ? On va peut-être commencer dans le sens de la table, puisque c'est un tour de table par Raphaël. Ouais, alors moi j'ai choisi un sujet justement de géopolitique internationale. J'ai choisi de mettre en avant la nouvelle guerre qu'on a eu l'occasion de suivre entre le Hamas et Israël, qui a commencé, je le rappelle, en juin dernier, suite à l'enlèvement de 3 juifs prétendument par le Hamas, mais en fait Israël n'en savait rien. Et ensuite à l'enlèvement d'un jeune Palestinien à Jérusalem-Est et qui a été ensuite brûlé, ce qui a donné lieu à plus de 50 jours d'intervention d'Israël sous l'opération de ce qu'on a appelé bordure protectrice.
Et au niveau bilan, ce qui a donné lieu aussi à 2127 morts côté palestinien, dont 616 combattants identifiés d'après une nouvelle fois Israël. Ce qui aura valu notamment à Human Rights Watch, l'ONG justement internationale, de qualifier Israël de crime de guerre. Voilà, ils ont dit qu'Israël avait commis des crimes de guerre pendant ce conflit. Ça aura duré tout l'été, ça aura occupé une bonne partie de la presse nationale. Et je pense que vous avez tous entendu parler de ça, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de manifestations en France qui ont donné lieu à beaucoup de polémiques, notamment. Je pense à celle de Barbès qui avait été refusée par la préfecture, qui a quand même eu lieu et qui a donné lieu à pas mal de débordements. On a vu des rues un peu saccagées. Et parallèlement à ça, on a vu d'autres manifestations encadrées cette fois par l'État, comme à Marseille ou au Blanc-Ménil, qui se sont très bien passées dans la paix, avec un message clair, et il n'y a pas eu de débordement à signaler. Donc voilà, on était toujours dans cette ambivalence, dans ce conflit, dans cette dualité entre Israël et Palestine, entre manifestations qui se passent bien et qui ne se passent pas bien, droite-gauche. C'était toujours voilà, ce côté dual que j'ai retenu. Hugo, pardon, excuse-moi. Oui, juste pour souligner que c'était avant tout des manifestations, non pas contre Israël ou pro-Palestine, des manifestations pour la paix. Hein, oui, c'était pour mettre fin au conflit, voilà, c'était pour pousser en tout cas les gouvernements à réfléchir à ce qui se passait et à les pousser à aller vers la paix. Effectivement. Voilà, vers un accord de paix, tout à fait. Ce que je voulais ajouter, juste souligner ce que disait Raphaël par rapport à la disproportion. Raphaël a évoqué plus de 2000 morts du côté palestinien. Il faut quand même souligner le nombre de morts israéliens qui est en dessous de la barre des 100, je crois, à moins qu'il l'ait légèrement dépassé. Il n'est pas énormément. C'est dire la disproportion des actes et des moyens également. Je n'ai pas les chiffres, je ne me rappelle plus des chiffres. Bon, ça commence à dater un petit peu, mais en termes de moyens, Israël, certes, a essayé d'anéantir le Hamas, donc de détruire tous les tunnels qui permettaient au Hamas de toucher les civils israéliens et donc protéger sa population en somme, mais également toucher énormément de civils gazaouis. Et en ça, c'est inadmissible. Et l'ONG Human Rights Watch a bien raison de souligner qu'il s'agit là bien de crimes de guerre. Et on peut presque, à certains égards, parler de crimes contre l'humanité, tant l'attaque semble ciblée. Et j'aimerais juste souligner une actualité qui est sortie il y a quelques jours, et c'était Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui comparait le Hamas, donc l'organisation... À l'État islamique. Non pas à Hitler, cette fois-ci, mais à l'EI, l'État islamique, qui sévit en Irak et en Syrie. Donc on voit bien la disproportion ici. On essaye de pointer du doigt son ennemi pour légitimer son action, ce qui est assez honteux en soi. C'est aussi honteux d'ailleurs que de dire que l'État d'Israël serait un État nazi. Ce n'est pas cohérent. Après, pour aller dans ton sens, c'est vrai que tout ce conflit a mis en avant ce problème de proportion de la réponse. On avait évoqué, pendant la guerre froide, il y a eu des doctrines de riposte graduée. Là, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu une réponse qui est apparue pour beaucoup disproportionnée d'Israël envers Gaza et les Gazaouis et le Hamas. Mais je me posais quand même la question tout à l'heure, c'est ce que je dis à Maxime, est-ce que sous le prétexte, si tu veux, que les missiles du Hamas n'atteignaient pas leur cible en Israël, est-ce que c'est moins grave directement ? Tu vois, à partir du moment où la visée et la finalité est la même, est-ce que ça rend les choses moins graves ? Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que quand tu vis en Israël et que tous les jours tu vois des missiles du Hamas qui sont détruits, en tout cas par la bordure justement israélienne ultra moderne, tu te poses quand même la question de savoir quel type de réponse il faut formuler à ça, parce que ça suscite quand même une certaine question, c'est-à-dire est-ce que tu restes inactif, qu'est-ce que tu fais, comment tu réagis, quel message t'envoies au reste du monde, aux Occidentaux par rapport au droit international. Tu peux pas faire n'importe quoi, c'est évident. Le fait est que il y a eu une réponse qui pour moi en tout cas a été disproportionnée. On l'a vu, il y a eu des scandales humanitaires comme l'affaire des 3 enfants sur la plage qui ont sauté sous l'éclat des bombes. D'ailleurs, sous les yeux des journalistes, c'est peut-être pour ça qu'on en a entendu autant parler, c'était que l'hôtel des journalistes était situé juste en face et que les journalistes sont eux-mêmes intervenus sur place pour aller aider ces enfants qui avaient éclaté sous les missiles. Donc cette guerre, elle a suscité beaucoup de polémiques et elle a aussi ravivé des tensions très anciennes. Ça faisait très longtemps en France que je n'avais pas vu autant de mobilisation, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les rues, sur Israël, sur la Palestine, et aussi, il faut le dire, des deux côtés, des réflexes xénophobes, des réflexes racistes.
Parce que des deux côtés, on a vu des extrémistes israéliens se balader dans les rues de Paris et aller essayer de frapper et de donner rendez-vous à des militants pro-palestiniens. Et dans le même sens, on a vu pendant les manifestations pro-palestiniennes des slogans clairement antisémites qui ont été prononcés indéniablement. Moi, j'ai des amis manifestantes qui voulaient aller manifester justement pour la paix et qui, au bout de 45 minutes, sont partis parce qu'elles n'en pouvaient plus d'entendre de tels slogans. Donc tu vois, ça a existé, ces choses, on ne peut pas le nier, il ne faut pas les nier. Le fait est que, voilà, en plus de tous les morts qu'on a vus, si tu veux, le conflit, pour moi, ce qu'il faut retenir aussi à l'échelle nationale, c'est que le conflit, c'est complètement délocalisé. On l'a nationalisé ici à l'échelle française et ça a exacerbé toutes les tensions et je pense que ça a été très mauvais en tout cas pour l'état entre guillemets social du pays. Je vois Maxime acquiescer et Hugo froncer des sourcils. Alors rapidement une petite réaction. Moi ça sera pas rapidement par contre, mais je veux bien réagir parce qu'il y avait plein de trucs qui ont été dit. Alors déjà. ça fera pas toute l'émission, on a un programme derrière quand même. Très bien aussi. Voilà, ouais, mais attends, je vais pas commencer. Bon, je me lance parce que donc du coup il y a pas mal de choses qui ont été dites et puis donc il faut que je réponde aussi à Raphaël et bon je vais déjà commencer par répondre à Raphaël sinon je vais perdre un peu mon fil. Donc déjà tu t'étonnais de la déportation du conflit en France, l'importation plutôt du conflit en France, voilà. Donc des extrêmes qui montent en fait à cause d'un conflit qui se produit à l'étranger, la disproportion des frappes israéliennes, les journalistes qui ont vu donc ces 3 enfants qui ont pas pu leur apporter du coup beaucoup d'aide, mais bon, déjà, sur ce qui s'est passé là récemment, parce que c'est un énième épisode du conflit israélo-palestinien, moi j'ai du mal déjà à parler de guerre, parce que d'ailleurs même Hugo l'a souligné, c'est déjà quand on parle, quand on voit la disproportion qu'il y a, l'écart phénoménal qu'il y a entre le nombre de morts d'un côté et de l'autre. Je sais plus exactement, mais je crois que on est de l'ordre de 1 pour 70, quoi, quelque chose comme ça. Oui, mais techniquement, après, il y a si tu veux, des définitions claires. Tu peux parler de guerre, par exemple, la définition la plus commune, c'est qu'à partir de 2000 morts, voilà, tu peux parler d'une guerre. Après, que ça soit disproportionné, il y a rarement du 50-50 dans les conflits. Moi, non, pour moi, c'est la guerre, c'est 2 armées, c'est donc deux forces à peu près égales. Là, pour moi, on est plutôt dans du tir au pigeon, hein, franchement. Mais bon, ça peut pas forcément convaincre tout le monde, mais quand je vois la disproportion qu'il y a et puis le nombre de moyens aussi qu'il peut y avoir des deux côtés, au niveau de l'armement, etc., je veux dire, pour moi, on n'est pas dans une guerre, on est, je pense, moi, clairement, dans une espèce d'extermination d'un peuple. Ensuite, donc par rapport à oui, tu parlais aussi d'ailleurs ou c'est Hugo, je ne sais plus, qui parlait de la condamnation des instances internationales, qui parlait de crimes contre l'humanité, non, ou un autre mot. Oui, non, c'était moi que, voilà. Oui, voilà. Human Rights Watch qui a dit que c'est des crimes de guerre qui avaient été commis. C'est sûr que ça arrive très souvent qu'Israël est condamné, à mon avis, à juste titre. Après, c'est qu'une ONG. Hein, oui, bien sûr, mais c'est déjà bien, mais vous remarquerez que les sanctions ne sont jamais réellement retenues contre Israël. Puisque en réalité justement dans ces instances internationales on a parce que là il faut un moment parler du sionisme quoi, on a des lobbies qui existent et qui défendent Israël, et je pense aussi surtout aux États-Unis qui systématiquement s'opposent à mettre leur veto, voilà. Mais ça c'est plus un secret pour personne. Je veux dire, non, mais je pense pas révéler un secret, je rappelle des choses. Et puis en France, du coup, c'est pour ça que j'en arrive aussi en France, l'importation du conflit aussi en France, c'est que à mon avis, c'est les conséquences qu'il peut y avoir en France, ça va au-delà en fait du conflit israélo-palestinien. C'est pas seulement un conflit d'étrangers. Justement, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que ça, c'est aussi, les gens prennent ça, les Français prennent ça autant à cœur. C'est que je pense qu'on subit aussi justement ce même sionisme. Je pense que qu'on a, comment je pourrais dire ça. On a, je pense, un amalgame qui est systématiquement entretenu, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a vu des pancartes antisémites, qu'on voit en fait effectivement qu'il y a un antisémitisme réel qui est en train d'émerger en France. Et je pense que c'est dû justement à ce sionisme, je pense que c'est dû à certaines élites. Je pense par exemple à des gens comme Bernard-Henri Lévy qui sont là et qui ici, et même on a maintenant Manuel Valls qui nous explique qu'aujourd'hui dénoncer le sionisme c'est de l'antisémitisme. Je pense que c'est ça qui est réellement dangereux pour les Juifs de France, c'est de faire croire qu'en fait quand on est antisioniste on est nécessairement antisémite. Le sionisme,
l'antisionisme, c'est pas être antisémite. Je veux dire, quand par exemple, on s'indigne sur les exactions qui ont pu se produire sur la bande de Gaza, on peut être antisioniste. Ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose contre Mais les Juifs. on peut s'indigner des exactions sans être antisioniste aussi. C'est ça toute Mais, il y a quand même une marge entre les deux. Et là, du coup, il faut revenir sur la genèse un peu de l'État d'Israël, et ça peut aussi répondre à ta question sur les morts et dire oui, alors ils font moins de morts, mais ils ont la volonté de tuer, donc est-ce que finalement c'est pas aussi Donc, je condamnable? te demande si éthiquement parlant. Voilà, mais là, du coup, il faut revenir sur les motivations de chacun. Quelles sont les motivations des Palestiniens? Parce que moi, mon avis, clairement sur la position, c'est que je me dis on peut pas être aujourd'hui colon israélien et s'étonner de prendre des roquettes sur la tronche, quoi. Moi, c'est ma position. Parce que je rappelle quand même que l'État d'Israël est un État qui a été créé et qui existe aujourd'hui parce qu'il a eu l'aval, en gros, de l'Occident, quoi. Pour le dire vite, c'est ça. Je veux dire, il y a eu un accord, mais jamais les Palestiniens ont eu leur mot à dire là-dessus. Et personnellement, je suis très attaché à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je me dis que si je suis honnête avec moi-même, avec ces valeurs-là, je suis obligé d'être antisioniste parce que j'aurais pas aimé être palestinien au moment où l'État d'Israël a été créé. Donc, attends, non, je vais pas terminer. Attends. Et donc on peut pas. Enfin, moi, je comprends tout à fait en fait, du coup, cette population palestinienne parce que on a clairement chassé des gens de chez eux. Et ces gens-là sont encore vivants, quoi. Sont encore vivants. Je crois que à Gaza, on a la densité de population la plus importante du monde. C'est des choses inhumaines. Je veux dire, si on a un minimum de valeurs, et après voilà, tout dépend des valeurs qu'on défend. Mais si on a, et puis justement les valeurs de la France qui sont les valeurs républicaines, des droits de l'homme, etc., l'humanisme et tout, je veux dire, on se doit d'être antisioniste pour moi. On peut pas cautionner ce genre de choses. Donc, on est antisioniste. Et quand on a en France un lobby aussi, un lobby sioniste qui court-circuite la politique de la France et qui est néfaste pour les intérêts des Français, on se doit de s'indigner aussi contre ces gens-là qui ne servent qu'un État qui est l'État d'Israël, qui est un État donc criminel. Voilà. Donc, voilà pourquoi aussi, voilà. à mon avis, ça touche aussi parce qu'on a aussi une énorme communauté musulmane en France et que forcément, on va avoir des gens qui vont se sentir concernés. Messieurs, vraiment, je vous demande très rapidement une réaction parce que sinon, on va pas tenir l'émission. On peut pas faire l'économie d'une... Non, mais, mais Maxime, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on est dans la revue de presse en quelque sorte, et on y reviendra bien sûr durant la saison. C'est un sujet important dont on avait dit dès le mois de juillet que nous en parlerions cette année, puisque ça allait être un sujet important. On en reparlera évidemment. Très rapidement, Raphaël, pour répondre quand même. La rhétorique antisioniste, voilà, pour des valeurs humanitaires, je pense que ça va 2 minutes. Il y a un moment où là, on est en 2014, l'État d'Israël, il a été créé il y a plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux remettre en question la politique extérieure colonialiste des Occidentaux, dire qu'ils ont imposé le truc. Mais aujourd'hui, va dire à un gamin de 15 ans qui naît en Israël, qui n'a rien demandé à personne, va lui dire dégage de chez toi, nous on veut pas de ton pays. Je veux dire, c'est la même logique. Tu reprends la logique d'avant et tu l'appliques à nouveau à l'heure actuelle, mais sur l'État qui l'a appliqué à 60 ans. Donc je vois pas du tout en quoi, si tu veux, ta solution est meilleure. Mais ma solution, c'est déjà pas idéologiquement, je vois pas en quoi elle est supérieure, même philosophiquement parlant. Tu parles d'humanisme, mais ta solution n'est en rien humaniste. Ma solution, elle est pas de chasser les habitants d'Israël. Je pense même que d'ailleurs, ils seront sacrifiés, ces pauvres gens. C'est pas de chasser les Israéliens. Le gars de 15 ans, finalement, qu'est-ce qu'il a réellement à voir avec le sionisme? Je souligne que avant la création de l'État d'Israël, des populations juives habitaient en Palestine. Et à ma connaissance, sans que ça pose énormément de problèmes. Le sionisme est une idéologie politique qu'il faut combattre. Et elle a des effets délétères. Et effectivement, après, on a un problème, c'est qu'elle produit des effets où finalement on se retrouve dans des situations de non-retour. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire marche arrière. C'est ce que tu décris. Je suis d'accord. Mais ça n'empêche que... Ou alors sinon, on fait de l'immobilisme, quoi. Ou alors on dit rien, on dit, il y a des gens qui ont 15 ans là-bas, donc bon, c'est comme ça. Et finalement, on se borne à faire des commentaires ou du descriptif en disant, il y a eu tant de morts, il y a eu tant de trucs, mais bon, ça n'avancera pas. Et je me sens solidaire du martyr que vit ce peuple-là, voilà. Le problème, juste... On en parlera dans les toutes prochaines semaines. C'est un sujet qui vous tient à cœur, mais Hugo, pour terminer... Comme ça, je pourrais enchaîner sur ton actualité, voilà, effectivement. Sur mon coup de cœur, mon coup de projecteur de l'été. Juste pour dire à Maxime que finalement, dans sa posture, c'est soit on supprime Israël, soit on fait rien. Je pense qu'il y a d'autres options. Le sionisme. Juste, laisse-moi finir. Finalement, le sionisme, il est consubstantiel à Israël. Israël est né par le sionisme. C'est juste, comme tu l'as dit, un projet politique qui s'est concrétisé à l'endroit où il s'est concrétisé, en Palestine. Mais Raphaël a bien raison de dire que
Israël est un pays ancien aujourd'hui. Bon, c'est un pays, ok, du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, mais ça fait plus de 50 ans qu'il est là. Tu peux pas supprimer un pays, tu peux pas supprimer, dire à 6 millions de personnes, je crois que c'est 5 ou 6 millions de personnes, dire, ok, vous êtes apatrides à l'heure d'aujourd'hui. Mais C'est ça la question. Je suis d'accord avec toi. Les attaques israéliennes contre la Palestine, contre, soi-disant, le Hamas, je les critique autant que toi, Maxime. Je suis d'accord. La politique colonialiste menée à l'heure actuelle, en 2014, soit, encore une fois, 60 ans après la création du pays, elle est honteuse, elle est inadmissible. Ça ne va mener en rien vers une politique de paix et de bon vivre ensemble. Mais tu peux pas dire à un État qui a 60 ans aujourd'hui qui va être rayé de la carte. Mais non, ça c'est... rayé de la carte. Ouais, tu connais, non, mais le vocabulaire. L'expression est mais on s'en fiche. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, mais c'est le sionisme qui est à combattre, puisque le sionisme, tu parles du vivre ensemble, etc. Le sionisme a besoin de la guerre. Je veux dire, le sionisme, tu parles de l'Israël qui est consubstantiel. Moi, je te dis juste qu'il y a un État. La guerre est aujourd'hui, substantielle au sionisme. Puisque c'est par la guerre que le sionisme peut s'étendre. Messieurs, si vous ne cessez de vous répondre, nous ne terminerons jamais le débat. Moi, je voulais juste donner ça. Après, je vais faire ma transition. Je vais faire ma transition. De mettre une bombe à l'endroit à Tel Aviv ou je sais pas. Mais je n'ai jamais dit ça. Du coup, ma transition, elle est toute trouvée. Maintenant. Parfait. Bah oui, parce que Maxime parlait de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà, oui. Une vieille rengaine. Et moi, je voulais insister sur le référendum qui s'est passé en Écosse. Donc les Écossais. Le mois de septembre. Au mois de septembre, le 17 septembre, je crois, les Écossais devaient répondre à la question suivante: voulez-vous être indépendant vis-à-vis de la Grande-Bretagne? Et la réponse qui a été donnée, malgré les sondages qui annonçaient la victoire du oui, c'est finalement le non qui l'a emporté. Et donc les Écossais préfèrent rester au sein de la Grande-Bretagne. Je crois que c'était une assez grande nouvelle, après, à accueillir comme vous pouvez le faire avec une grande liberté. Mais en tout cas, je pense que c'est une assez bonne nouvelle, a priori, parce qu'on le voit, il y aurait pu avoir une espèce d'hémorragie nationaliste. Oui, effectivement, avec la Catalogne également, le débat est en Catalogne actuellement. Le débat est en Catalogne, voilà. La Corse, finalement, voilà, il y a quelques points chauds en Europe surtout... occidentale, pour le coup. Ouais, occidentale, c'est ça. L'Écosse, le Pays Basque, la Catalogne, les îles comme la Corse et la Sardaigne, qui sont vraiment des points chauds. Bien sûr. Et donc, oui, par ricochet, si l'Écosse avait dit oui, la Catalogne, qui là va avoir une espèce de référendum en novembre qui est anticonstitutionnel. Oui, voilà, Madrid va essayer de bloquer la chose quand même. Il faut le dire, il y a un référendum qui va se passer en Catalogne, je crois, c'est fin novembre. Madrid veut empêcher la chose parce que dans la Constitution, il est interdit de s'opposer à l'unité de l'Espagne. Et donc voilà, c'est les questions qui vont se poser, mais évidemment, les répercussions vont être différentes du fait du résultat du 17 septembre en Écosse. Bah non, mais c'est vrai que c'est souvent la même rengaine avec ces identités régionales et ces mouvements de régionalisme. C'est-à-dire qu'on a souvent, pendant plusieurs mois, une sorte de mouvement vers l'avant où tout le monde est un peu enthousiaste. À outrance, justement, on se dit, peut-être que voilà, si on est seul, on sera plus fort, on sera indépendant et tout. Et finalement, on se rend compte qu'à la fin, c'est quasiment tout le temps le même résultat. C'est-à-dire qu'on revient vers l'arrière, on se dit, finalement, dans un gros bloc, on a peut-être plus d'argent. C'est-à-dire que là, tu me parles de la Corse. Je pense que la Corse, effectivement, ils sont contents, ils ont leur drapeau, leur régionalisme, comme les Bretons, mais qu'au moment où il faudra voter, ils se diront c'est vrai que quand même l'État central nous donne quand même pas mal de subventions. Sociale, etc., la sécurité sociale, le système français, toutes les subventions qui vont avec, c'était la même chose avec, et le poids politique. Avec le Québec au Canada. Là, on a la même chose avec l'Écosse, la Catalogne en Espagne. Il y a souvent les mêmes rengaines et finalement, ça finit souvent de la même manière. Tu parles des sondages, mais finalement, c'est que dans les semaines se rapprochant du vote qu'on a vu des sondages dire oui, sinon avant, il n'y avait pas photo. Mais tout à fait. Oui, je crois que c'était juste une semaine avant, un sondage a créé la surprise totale en disant le oui va l'emporter. Du coup, il y a eu une espèce, pas de mouvement de foule, mais un mouvement d'excitation et même de peur. Mais ce que dit Raphaël en disant oui, il y a certaines régions qui demandent leur indépendance, c'est vrai. Mais il faut toujours se rappeler que les personnes qui sont contre quelque chose parleront toujours plus fort. Parce que quand vous restez dans l'immobilisme, vous êtes souvent dans une posture où vous n'avez rien à dire, puisque vous ne défendez rien, sinon le statu quo. Non, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ça, non, mais c'est ça la réalité. C'est par exemple que quand
c'est les mêmes choses dans les questions d'aménagement, c'est les mêmes choses en termes d'avancée sociétale, en termes de politique de référendum régionaliste. C'est la même chose. Mais tu vois C'est même- tout le temps, quand tu as quelque chose quand tu n'as rien finalement à défendre a priori, puisque tu veux simplement le statu quo, eh bien, les gens ont tendance à juste se taire, rester en retrait par rapport aux manifestants qui vont, eux, réclamer quelque chose, donc un droit à l'indépendance. Je pense qu'il y a eu une génération qui a voulu faire l'histoire, tu vois, en votant pour l'indépendance, c'est-à-dire marquer l'histoire par un événement un peu sacralisé. Et c'est vrai que cette importance du changement dans le discours politique, on l'a vu même en politique nationale avec les élections de 2012, François Hollande, le changement c'est maintenant. Tu vois que c'est avec ces slogans-là qu'ils essaient de persuader la foule qu'il va y avoir quelque chose, une évolution, des transformations, du changement, et c'est comme ça qu'ils espèrent attraper plus de votes. si je Maxime, puis tu dire. souhaitais réagir sur cette actualité? Pas tellement, non. Enfin, je n'ai pas trop suivi ça. Simplement, ouais, ce que je peux peut-être ajouter, c'est que, par principe, il faut quand même, pour qu'une région, quelle que soit l'échelle, quelque part, il faut quand même avoir un espace critique, quoi, quelque chose, certaines ressources. Si on parle d'indépendance, je veux dire, pour qu'un espace soit indépendant, il faut avoir un minimum de terres agricoles, il faut avoir un minimum de tissu industriel, faut avoir peut-être l'accès à certaines ressources, sinon on ne peut pas parler d'indépendance, sinon c'est du guignol, quoi. C'est pas très intéressant. Donc moi je remarque qu'il y a quand même beaucoup de mouvements comme ça qui ont un peu le vent dans le dos de phénomènes de régionalisation et tout, et je pense que justement ça a plutôt à vocation à affaiblir les nations et à faire perdre justement de l'indépendance à certains peuples qui deviendront dépendants cette fois-ci d'une autorité supérieure. Donc moi je vois de manière générale d'un assez mauvais œil tout ce qui a à voir avec la régionalisation, parce que ça crée justement des dépendances au lieu d'émanciper. Hugo voulait réagir? Ouais, non, pas vraiment réagir, mais juste dire une petite chose avant de finir sur cette question. C'est quand j'avais postulé l'année dernière à l'IFG, l'Institut français de géopolitique, ils demandaient un sujet de mémoire et je voulais travailler sur les mouvements justement régionalistes et indépendantistes. Et on m'avait dit, vous savez, c'est des choses qui avancent pas vraiment. Et de voir qu'un an après, il y a ce référendum-là, et il y a le référendum qui va arriver en Catalogne, je me dis, mais soit ils ont raison et finalement c'est Ça va rien référendum. changer. Du bruit pour rien. Voilà, ça va être du bruit pour rien, ou soit ils se mettent un doigt dans l'œil. On verra ce qui va se passer, mais le fait est que c'est des questions qui sont très... qui ont, comme l'a dit Raphaël, je crois, il y a des points chauds dans le temps. Après, voilà, ça redescend. Après, ça remonte, mais sans vraiment de grandes évolutions. D'accord. Donc ça reste à voir, mais à voir si les chercheurs de l'IFG sont des génies ou non. Alors, on va progressivement arriver vers notre premier débat de ce soir, politique intérieure. Nous allons parler de Nicolas Sarkozy qui revient en politique. C'est aussi l'une des sensations de cette fin d'été. Et puis ensuite, nous irons sur le sujet international de cette émission, à savoir État islamique, qui est là aussi est un sujet brûlant du moment. Mais avant, je voulais passer la parole à Maxime sur l'affaire Thévenoud, voilà, qui a agité un petit peu... les médias également, l'homme qui a oublié de déclarer ses impôts, le secrétaire d'État éphémère, c'était en fin de saison dernière, au mois de juin, me semble-t-il, Non, c'était au mois d'août, je dis des bêtises. Au mois d'août, donc c'était en début de saison. Enfin, Non, mais on j'ai n'a pas, encore commencé. j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que de toute façon, tout le monde a suivi le truc. Moi, je suis pas surpris de ce genre de choses. Tous ces gens-là sont issus d'une machine qui est viciée. Donc ne peut sortir de cette machine que des merdes quelque part, quoi. Donc de temps en temps on en chope une, puis généralement pas pour les trucs les plus graves. Le gars, après ce qui peut choquer un peu, c'est le culot, quoi, le mec d'avancer la phobie administrative, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça le pire dans l'histoire pour moi. C'est vraiment, bon. Je crois faut garder son sang-froid, faut rester calme, et puis attendre que finalement tout ça s'écroule de ses propres contradictions. Voilà, là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, quoi. Rappelons que Thomas Thévenoud était donc, ce que j'ai bugué, le secrétaire d'État, un secrétaire d'État du gouvernement Valls II, lorsqu'il y a eu remaniement cet été suite aux sorties d'Arnaud de Montebourg et de Benoît Hamon lors des universités, je crois, auparavant, lors de la fête de la Rose, il me semble. Et puis en plus, voilà, c'est quand même, si je peux dire un truc, ouais, ça me revient, je l'avais vu aussi, c'est repassé, du coup, on a vu les images de passages télé, où on le voyait dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y en avait qui fraudaient, puisque de toute façon ils étaient chopés. Oui, lui-même a été chopé et a dû payer. Et lui, par avant la d'être chopé, suite. disait c'est quand même grave qu'il y ait des gens qui te fraudent, parce que de toute façon le système est fait pour que tu sois chopé.
Mais lui-même fraudait à ce moment-là. Tu sais, ça rappelle un peu Cahuzac, Cahuzac, voilà, qui disait La oui, il faut rhétorique. lutte contre la fraude fiscale, tout ça. Puis lui, il fait le blanchiment de fausses fiscales. Enfin, c'est voilà, ça. Je pense que c'est assez révélateur. De temps en temps, le masque tombe un peu. Bon. Hugo, pour une réaction? Ouais, il faut quand même rappeler, en parlant de l'affaire Cahuzac, que ce cher Thomas Thévenoud faisait partie de la commission Cahuzac à l'Assemblée En plus, oui. et aussi de la commission sur la fraude fiscale ou l'évasion fiscale ou quelque chose en Donc rapport à la fiscalité en somme. Donc il était bien au courant des affaires. Et il formait un sacré binôme. Ouais, on peut se dire que les choses vont aller mieux avec des gens comme ça, c'est sûr. ouais, surtout, il formait un très bon binôme avec sa femme qui avait les mêmes problèmes. Oui, la femme Mais pareil. alors, Et sa femme qui Et était puis il payait rien, hein, il payait rien. directrice de Même les cabinet loyers. de Jean-Pierre Bel, l'ex-président du Sénat. Après, les affaires finissent par éclater, donc on peut Voilà. dire que soit l'État, soit le système de la presse et de l'opposition fonctionne, effectivement, ou soit que l'État, quand même, effectue un travail de recherche et de scan et d'analyse, si je puis dire, au sein de son propre gouvernement pour voir qui est en situation de fraude et qui ne l'est pas. Oui, mais dans ce cas-là, t'as quand même, je sais pas, le mec se fait virer 9 jours après son arrivée. Quand tu choisis ton gouvernement, tu peux faire en sorte de faire une Mais vérification. ce que je veux dire, avant, c'est que ça- dans ça un qui vrai est vraiment- système pourri, ces scandales-là, ils éclatent même pas. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a une chance de voir. Une chance, je sais pas, mais... Non, mais c'est bien, je veux dire. Bah, c'est pas Non, mais bien c'est en comme le somme. dopage dans le sport. C'est bien que les tricheurs soient trouvés. Alors après, Voilà, on c'est râle ça. parce qu'il y a des tricheurs, mais faut pas s'en étonner. Merci Nicolas. Mais après, le De mieux, rien. ça aurait été quand même pour le gouvernement d'abord que De faire le ces scandale choses-là n'éclate pas avant. et que la personne tombe avant. Avant. Effectivement, Avant quand qu'elle ne elle est même pas connue d'ailleurs. Parce Voilà, que quand elle est Thévenoud, simplement députée. Voilà. Donc effectivement, cela nous amène à parler de Nicolas Sarkozy, parce que vous n'êtes quand même pas sans savoir, messieurs, qu'il revient en politique, qu'il se présente à l'élection de la présidence de l'UMP et qu'il se présentera sans doute pour les élections de 2017. Petit rebondissement aujourd'hui, puisque Jacques Chirac semble soutenir Alain Juppé dans sa course à la présidentielle Ah bah, de la il République. semble À la pas, il présidence le de la soutient, République. hein, Oui, il le ouvertement. soutient. Oui, il le soutient. Au Euh, contraire de Bernadette. Oui, alors voilà, alors le Notamment. couple Chirac pose toujours autant de questions. Mais voilà, un homme qui est au cœur de plein d'affaires, puisqu'effectivement, dès lors qu'il a été... qu'il est revenu sur la scène politique, on a vu dans toute la presse le nombre d'affaires dans lequel il apparaît en ce moment, de Big Malion pour les financements de sa campagne en 2012, me semble-t-il, au financement de sa campagne de 2007 également, en passant par Karachi, en passant par plein de choses. Finalement, Nicolas Sarkozy semble éclaboussé de tous les côtés, mais il revient, peut-être plus fort que jamais. On le verra bien, ça, on n'en sait rien pour le moment. Peut-être une première réaction qui va nous permettre d'ouvrir le débat, ouais, surtout Raphaël. plus fort que jamais, j'ai un vrai doute parce qu'on voit quand même par rapport notamment aux élections sénatoriales que l'élection de Gérard Larcher était pour certains un message envoyé de force vers François Fillon parce que le poulain entre guillemets de Nicolas Sarkozy c'était plutôt Jean-Pierre Raffarin. Et là ils ont envoyé un autre message et pour moi l'UMP c'est une barque qui est en train de couler, en tout cas qui est très largement divisée. Je ne pense vraiment pas que Sarkozy soit en situation de puissance extrême, hein. Tu dis qu'il revient plus fort que jamais, je n'en suis vraiment pas convaincu. Les élections, forcément, les élections de la présidence à la tête de l'UMP, il va les remporter, hein. Hervé Mariton et Bruno Le Maire, c'est pas du personnel politique ultra charismatique et connu de la scène publique. En plus, Nicolas Sarkozy a une exposition médiatique qui est tout autre, hein. On le voit à la télé sur plusieurs plateaux. Depuis son retour, d'ailleurs, on l'a vu, il est omniprésent. Et c'est vrai que son retour, moi, ne m'enchante vraiment pas, parce que ça suscite, si tu veux, des nouvelles réactions. Si tu veux, c'est toujours la même rengaine, c'est-à-dire qu'on a une reproduction des politiques, c'est toujours les mêmes. Donc le mec revient en politique, te fait croire qu'il va y avoir du changement, mais finalement, on retrouve les mêmes personnes. J'imagine que Maxime Bravo. est tout à fait d'accord avec j'abonde. cela. En rappelant qu'Alain Juppé est ce soir l'invité de Des Paroles et des Axes sur France 2, si vous voulez. Ouais, le condamné suivre. lui pour comment c'est quoi le mot là, le grief là, Oui, genre tromperie, enfin le manque de abus de confiance, Non, c'était pas les emplois fictifs. là, Non, il y a eu Non, un ça, truc c'est- où il y a vraiment eu un grief, genre à tromper le peuple. Ça voulait dire ça, mais en termes un peu plus Soutenu. juridiquement, voilà. Ouais. Et donc oui, non, mais je suis d'accord avec cette analyse cette espèce d'alternance factice, quoi, mais qui est l'oxygène un peu de ce système. Donc chaque bulletin de vote quelque part est une bouffée d'oxygène pour que ça se perpétue, Moi, je dois dire que tout ça, déjà que j'étais de moins en moins démocrate, franchement. Quand je vois ça, je me dis non, faut arrêter là parce que qu'on considère bon, s'il existe autant, et là Raphaël l'a bien dit, c'est que que ce sont les médias. Bon, il existe parce qu'on en parle. Point. C'est pas les gens qui l'ont appelé. Il existe parce qu'on veut qu'il arrive. Bon, donc c'est aussi une analyse à faire. On veut qu'il arrive. Et puis d'ailleurs, on sait très bien qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre de passages télé et le nombre de chances d'être élu. C'est un peu comme ça que ça marche. C'est pour ça, quand on parle de démocratie,
En fait, ou alors, soit je suis un démocrate pur. En fait, je ne suis pas un plutocrate. Voilà, parce que le système dans lequel on vit, finalement, est un système de plutocratie. C'est-à-dire que pour avoir du pouvoir, il faut soit être riche, soit plaire aux riches, quoi. Et ça, on voit que ça mène à une voie de garage. La démocratie, normalement, préserve de ce genre de choses, ou alors d'autres régimes un peu plus autoritaires. Mais là, c'est finalement la preuve, encore une fois, l'énième preuve. Je veux dire, déjà, au moment de l'élection de François Hollande, bon... on l'avait dit, on avait vu là, le Macron, là, on l'avait vu déjà, été conseillé, on s'est dit comment un type qui prétend combattre la finance, ses sponsors même, parce que c'est combien une campagne présidentielle, combien ça coûte, c'est Hollande de son propre talent, des livres qu'il publie, comment il arrive à avoir cet argent-là, enfin, il faut ouvrir les yeux surtout sur les mécanismes profonds quand je parlais de machines pourries, c'est ça, c'est que le nerf de la guerre c'est de l'argent, et l'argent vous l'avez par qui ? Soit par les banques, soit par des grandes entreprises du CAC 40, qui sont donc les sponsors. Ce sont eux qui décident sur qui ils misent. Voilà. Et donc là, on a Sarkozy qui arrive en tête. Je ne sais pas si c'est pour qu'il soit élu. Enfin, je ne sais pas dans quel... mais bon, on est dans de la tactique politicienne. On n'est pas du tout dans la recherche de l'intérêt des Français ou quoi. Je veux dire, là, ça fait belle lurette qu'on a des années-lumière de tout ça. Donc là, j'espère simplement... sinon vraiment je crois que ça me minerait qu'il ne sera pas élu quoi. Enfin, parce que là avec un bilan aussi négatif que le sien, ce qui était prévisible d'ailleurs, et puis autant d'affaires là, que vous avez rappelé, je veux dire, il est vraiment dans le collimateur de la justice lui puis ses copains quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un qui ce qui est fou c'est qu'il ne soit pas inéligible. Malgré toutes ces affaires, complètement. C'est déjà complètement incroyable. Sa place est en prison. Mais c'est le système français qui fait qu'il n'est pas condamné, qu'on n'a pas pu prouver qu'il avait un rôle à jouer. La place de Sarkozy, le rappeler, il a beaucoup beaucoup de procès, mais il n'a pas été condamné. Évidemment. Parce que pour des trucs comme ça traîne comme je sais pas quoi. Enfin, comme par hasard. Je veux dire, bon, la place de ces gens-là est en prison. Ce sont des gens nuisibles. C'est le principe de la prison, tu mets à l'écart, à la marge des gens qui peuvent être nuisibles pour la société, quoi. Sauf que ces gens-là, ils dirigent, voilà. Ils dirigent. Je te dis, je pense que ce sont des gens qui sont très carriéristes, très attachés par l'argent, et sur lesquels on mise parce qu'on sait qu'ils sont sans foi ni loi. Ce sont des mercenaires. Et on le voit, puisqu'ils sont capables de défendre un truc et son contraire. Le coup du socialisme, le socialisme ne peut pas exister, parce qu'on est justement dirigé par des puissances d'argent. Le socialisme et l'argent, ça va pas ensemble. On peut pas faire du socialisme avec les pleins pouvoirs au marché. C'est pas compatible. Donc ça, il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Et donc, du coup, je sais plus où je voulais en venir là, sur cette idée. Moi, je voulais vous demander est-ce que Nicolas Sarkozy ne va pas handicaper la droite en revenant alors qu'il a été battu en 2012 ? Non, je pense pas du tout. Rien qu'à voir, si tu regardes le paysage politique sur ta droite, il n'y a pas grand-chose. Comme l'a dit déjà Raphaël, il a cité quelques noms. C'est pas très vendeur, c'est pas des personnalités en soi. Moi, à droite, j'en vois qui arrivent. Hein. Moi, je vois Alain Juppé qui était quand même en place. Voilà. François Fillon qui était en place. Voilà, mais François Fillon, je pense pas qu'il ait le charisme vraiment pour être président. Mariton, encore moins. Juppé peut-être, mais... Juppé peut-être quand même. Tu le mets un peu à la porte. Moi, au contraire, je pense que Sarkozy va faire du mal à la droite, va diviser la droite et va permettre à Marine Le Pen, justement, de prendre un peu plus son envol aux élections de 2017. Moi, je suis persuadé que le retour de Nicolas Sarkozy va faire énormément de mal à la droite française. Moi j'en doute. Je pense après, ils n'ont pas du tout le même spectre et le même public, on peut dire ça. Il y a plus de division autour de Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy, c'est vraiment dans la politique people et les gens l'apprécient pour ça aussi. Il y a une certaine frange, je pense, de personnes qui l'apprécient pour ça. Sinon, ça se passerait pas comme ça. En somme, qui ne l'ont pas apprécié durant son quinquennat pour ça. Il se ferait pas photographier en une de Paris Match si ça plaisait pas aux gens. Hein. Non, mais voilà, c'est ça aussi. C'est une certaine forme de politique qui plaît de plus en plus. qui plaît. Tu le vois, c'est une manière de parler. C'est une manière de faire des discours. Vous vous rendez compte quand même que Nicolas Sarkozy, président, a été critiqué pour tout cela et que aujourd'hui, donc on est en 2014, donc 2 ans après la fin de son mandat, on est à dire finalement c'est ce qui plaisait aux gens. Mais le peuple a la mémoire courte et je pense que plus on se rappellera des élections, plus on s'en rapprochera, plus les gens se rappelleront du bilan. Faut regarder aussi les résultats des élections. Il n'a pas perdu 70-30, hein, c'est toujours très serré. Donc il a perdu bien sûr parce qu'il faut toujours un gagnant, ça n'a pas été lui, mais voilà, il est arrivé en 2e position, c'est toujours la mauvaise place bien sûr, c'est pas celle qui est recherchée, mais c'est pas une défaite cuisante, c'est pas une Jospin en 2002. Ah non, ça c'est sûr, il n'a pas été... Il est pas cuit totalement, il est largement en meilleure posture que Hollande peut l'être, par exemple.
Alors, oui, pardon. Je me permets de rajouter une chose que... Sur Maxime. Ouais, réagir par rapport à ce que disait Maxime sur le tout et son contraire. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est Nicolas Sarkozy, je sais plus si c'était pendant son premier discours, je crois que c'était pendant son premier discours dans le Nord et ensuite pendant son passage télé au JT c'était France 2, je crois. Ouais, France 2 avec Laurent Delahousse. Il est passé à France 2 avant sa sortie, me Bon, semble-t-il. bref, dans l'une ou dans l'autre ou dans les deux, il a parlé de référendum. Dans les deux. Oui. Voilà, dans les deux. Mais il en parlait Et déjà il en en 2007. reparle vendredi dans le Figaro Magazine. Bon, il va en d'ailleurs. reparler. Alors, il remet une couche et il dit voilà, il faut faire des référendums, d'une part sur l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a trop de députés en somme, et deuxième chose sur la réforme territoriale qui a eu lieu en France. Est-ce qu'on a besoin de faire un référendum pour dire qu'il y a trop de députés et de sénateurs en France? Alors voilà, lui, maintenant, c'est sa nouvelle posture, il faut faire beaucoup de référendums. Mais ça l'était déjà en 2007. Il a dit, c'est ça, il faut faire ça, et en plus, il faut en faire d'autres, on verra plus tard. Mais la chose est telle que il faut se rappeler que le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, le traité de Lisbonne, lui, il lui a un peu chié dessus. Voilà, hein. en n'organisant pas de référendum. Il a dit, après. Chirac a une très mauvaise idée, on peut pas faire un référendum là-dessus, c'est trop compliqué. Jean-Jacques Bourdin revenait là-dessus cette semaine avec Guillaume Pelletier, me semble-t-il, le Ah, fondateur de la droite forte, et justement lui poser cette question. Et je pense que Guillaume Pelletier a eu beaucoup de mal à s'en sortir sur cette question. Bien sûr, évidemment, tu peux puisque pas. Nicolas Sarkozy n'a pas fait de référendum alors qu'il avait dit qu'il en ferait dans sa campagne de Voilà. 2007, et qu'en plus il a marché sur le référendum de 2005. C'est ça. Il a dit le référendum, j'en prends pas acte et je vais faire tout le contraire. Et Enfin, en plus de ça, pendant la campagne c'était du coup 2012. non 2007 contre Ségolène Royal, il reprochait à Ségolène Royal de proposer des référendums. Il dit comment ça en somme vous n'arrivez pas à décider vous-même et vous en appelez au peuple. Et c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il faut une certaine cohérence et ça c'est le tout et le contraire. Mais ça, je pense que les gens Après- s'en rendent de plus en plus Et compte. on Après, retrouve le même comportement, excusez-moi, Moi je suis pas rebondis contre juste. les référendums, mais il faut être cohérent on- dans sa vision. On retrouve évidemment le même comportement quand François Hollande est revenu sur la réforme des collectivités territoriales et repropose la même chose un peu après en compliquant les Ils choses. tirent leur Mais- école politique, que mais ce soit Maxime, UMP ou oui. PS, ils tirent à la courte paille. Mais attention, Donc Non, faut mais pas, Maxime, faut pas Maxime, essayer de Maxime, si l'OPS il est pas socialiste. Maxime, il il tire à la courte paille. Non, excuse-moi, ce sont les deux qui ont gouverné ces dernières années, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de l'UMP et du PS? De quoi? Dans beaucoup de discours, et notamment celui de Marine Le Pen, on entend toujours parler de l'UMPS. Oui, Il que ne c'est s'agit pas de valide comme l'UMPS. concept, oui. Non, il ne s'agit pas de l'UMPS, il s'agit de la classe politique. Y a-t-il aujourd'hui des hommes politiques qui pourraient faire autrement? Moi, j'ai un peu plus de respect pour certains élus du FN, même si j'ai pas d'espoir dans le FN. Je veux dire, je pense pas que c'est un parti qui est d'ailleurs de plus en plus infiltré. Non. Ouais, c'est j'ai- ça. On est en temps de guerre. de quoi? Infiltré, ça fait un peu commando. Quoi. Bah non, Ouais, bah, c'est peu marrant. importe ce que ça veut fait, dire peu quoi, importe. infiltré, corrompu. Parce qu'il y a Non, un énarque. ça veut dire qu'on a des réseaux, non pas du tout, mais on a des réseaux qui ont infiltré, je pense notamment la maçonnerie. On a en ce moment une grosse division au Front National par l'arrivée de Choprade, un type qu'on connaît en fait depuis un certain temps pour avoir dit justement quelque chose et puis qui dit aujourd'hui le contraire. Enfin, par aussi l'avocat, là j'ai oublié son nom, là, le maître. Je sais Gilbert plus. Collard. Voilà, Gilbert Collard, c'est ça. Pareil, je veux dire, on voit qu'on a une espèce on voit que le FN est en train de s'aligner sur comment je pourrais appeler ça, disons sur la ligne conflit de civilisation, c'est-à-dire en stigmatisant en permanence l'islam. Voilà, notamment sur les prises de position de Choprade là récemment justement par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc non, enfin je veux dire, le Front National est un parti qui est, je pense qu'en son sein il y a des gens qui me paraissent être plus intègres, puis ça se vérifie aussi avec la casier judiciaire. Et puis simplement, c'est un parti à mon avis tampon quoi, qui est utilisé, qui est utilisé en permanence. Il a existé parce que le Parti socialiste a voulu qu'il existe à un moment donné. Ça permettait de diviser les forces de droite. Et puis c'est systématiquement un parti qu'on fait plus ou moins monter, qu'on remet dans le truc ou qu'on diabolise. Donc c'est un truc tampon quoi. Voilà, ça sert à ça. Donc c'est un parti qui est complètement utilisé dans la main du système et qui ne représente aucun espoir. Je veux dire, pour moi, il n'y a aucun espoir de changement réel
par le système du suffrage universel, quoi. Voilà. Et si on, je te laisse parler après Hugo, mais c'est vrai que si on brosse après le paysage des partis, il y a aussi le centre qui joue ce rôle de tampon. On l'a vu là pendant les sénatoriales, puisqu'ils avaient présenté un candidat et que finalement il s'est retiré avant même La le droite a besoin d'eux, de toute façon, pour avoir la C'est majorité. le centre, là, j'en parle même pas, j'ai rien à dire. là-dessus. Excuse-moi, mais pourquoi on parlerait du FN et C'est pas pas du plus centre, mauvais enfin, que la gauche ou la droite, c'est une Oui. prise de position à part entière. Hein. C'est pas parce que ça s'appelle le centre que par définition c'est de l'immobilisme. Non, Oui, mais c'est toujours ça le n'a- centre se rattache toujours T'as à déjà quelque deux trucs chose. pareils, puis t'en as qui dit je suis au milieu, je suis entre les deux, quoi. Enfin, donc ça n'a pas d'intérêt à mes yeux, quoi. Hugo souhaitait réagir. Non, je disais juste que. Je voulais juste dire, oui, qu'il n'y avait aucune chance que le FN, comme disait plus ou moins Maxime, arrive au pouvoir. Justement, quoi, ce rôle de tampon, c'est en quelque sorte assez juste, dans le sens où le candidat qui arrivera au second tour, que ce soit Nicolas Sarkozy ou le candidat du PS, sera bien content s'il est face au FN. Oui, parce comme que, voilà, Chirac, quoi. voilà, Ouais, comme ouais, Chirac. Oui, c'est ça, c'est le tampon. Et c'est- Nicolas Sarkozy, voilà, ce qu'il espère, c'est faire une Chirac, c'est-à-dire gagner avec. Pour toi, Marine Le Pen ne peut Et pas gagner d'ailleurs, la présidentielle Non, 2017. Et d'ailleurs, je pense que si le fera pas- FN monte aussi. Je pose la question, Aujourd'hui, moi. les résultats, ils sont déjà faramineux. Ils sont, c'est quoi, c'est 30% aux européennes, je crois, 25, 30, Avec Oui, une oui. abstention, peu importe. très haute abstention. C'est ce qui Peu fait la importe. différence. Oui, Je pense que justement le FN monte aussi parce 30%, que. je pense pas qu'ils atteindront 50%, c'est quasi impossible. Déjà, s'ils atteignent 40%, Déjà, si le FN va au second tour, tu auras une hausse de la mobilisation et il n'y aura pas 50% Non. du pays qui votera pour Marine Le Même Pen. pas Ça me paraît 49. complètement impossible. je pense que voilà, ça atteindra les chiffres qu'on a eu en 2002, c'est-à-dire autour de 80-20. Je pense qu'on fait monter le FN justement parce que les gens s'aperçoivent de plus en plus de la supercherie gauche-droite, quoi. Donc il faut redonner un petit peu l'illusion du pluralisme. Donc on fait monter Marine Le Pen qui a. Donc tu penses qu'elle est pas responsable de ce qui se passe? Bah, je pense que c'est pas elle qui Qu'elle a en le dernier profite, mot, quoi. quoi. C'est pas. Oui, voilà, je dirais, elle fait son boulot. Je veux dire, mais à un moment donné, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elle a la voie libre. À un moment donné, pourquoi est-ce qu'elle l'a pas. C'est pas elle qui décide de ça. C'est pas elle qui décide de ce qu'on va dire d'elle dans les médias. C'est pas elle. On revient sur ses puissances d'argent. Puis ce sont elles qui décident en réalité, puisque ce sont elles qui dirigent les médias. Donc on revient à chaque fois sur la même chose. Hein. Alors messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur ce sujet, nous allons clore ce débat de politique intérieure et on va se diriger dès maintenant sur notre deuxième débat de la soirée et bien sûr le dernier, mais qui va, auquel on va consacrer toute la fin de l'émission, sur eh bien, cette actualité assez importante, effectivement, avec l'arrivée dans le paysage, j'ai envie de dire, parce que moi personnellement je ne les connaissais pas, enfin je ne connaissais pas ce nom d'organisation, l'État islamique. Alors l'État islamique, il se nomme comme ça depuis cette année 2014 me semble-t-il. Il s'agit d'un mouvement né au sein d'Al-Qaïda. Vous corrigerez évidemment toutes mes petites erreurs et je m'en excuse. Effectivement, État islamique, organisation terroriste, on peut le dire, j'imagine. Voilà, Oui. vous allez y revenir évidemment dans le débat. Organisation terroriste. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut peut-être nous en dire quelques mots? Sinon, vous allez me laisser galérer tout seul. Non, pas du tout. Hugo. Alors, l'État islamique, c'est donc un État qui s'est autodéclaré à la fois en Syrie et en Irak. D'abord en Irak, puis qui s'est étendu jusqu'à la Syrie. C'est, comme tu l'as dit, à la base, un mouvement d'Al-Qaïda qui s'est désolidarisé, qui était trop extrême pour Al-Qaïda, faut quand même le signaler. C'est assez important, mais voilà, parce qu'il faut bien se rappeler quand même que on parle tout le temps des terroristes d'État islamique, mais on est bien face à des organisations qui ont des idéologies et même entre elles parfois Voilà. elles ne sont pas Al-Qaïda, d'accord. c'est hein. pas que des mecs qui mettent des ceintures avec des bombes. C'est aussi, je veux dire, il y a plein de gens au Yémen ou au Pakistan qui appartiennent à Al-Qaïda, mais qui travaillent juste dans le milieu administratif, qui font leur vie tous les jours. C'est un réseau beaucoup plus important qu'un simple truc terroriste. C'est une organisation beaucoup plus large. Oui, mais c'est une organisation qui reste terroriste. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est Après, il n'y a pas que des qu'on terroristes à l'intérieur. on connaît très peu, si tu veux, l'organisation de ces réseaux-là en France. C'est pour ça que là, vous en rigolez, vous vous en étonnez, vous vous dites c'est trop extrême pour Al-Qaïda. Comment ça peut exister alors que les mecs se Non, font mais sauter avec des bombes? Oui, voilà, c'est ça vois qui est assez Et drôle. je pense parce qu'il y a des nuances qu'on ne maîtrise pas assez en France et on ne s'intéresse pas assez en profondeur à ces choses-là. Bon, finalement, ils ont réussi à prendre le pouvoir sur un État failli, qui est l'Irak, et en Syrie également, qui est un État
en état de guerre civile. Alors, est-ce qu'on lit, peut-être l'avez-vous lu, peut-être en savez-vous plus, est-ce qu'on lit l'arrivée d'État islamique d'une manière aussi importante, par exemple, sur des pays comme l'Irak, suite à l'intervention des États-Unis il y a quelques années, on s'en souvient, Alors, suite à la décision de George Bush, par exemple? on ne peut pas nier qu'il y a un terreau favorable à ce genre d'action, d'émergence. Il y a, comme je l'ai dit, voilà, l'État qui est failli, l'armée qui est en dig-dig. Forcément que quand tu arrives là, tu as limite les portes qui ne se sont pas ouvertes. Ils arrivent. Pareil, c'est la même chose qui se passe en Syrie, c'est-à-dire que, bon là, c'est l'opposition contre le régime autoritaire de Bachar el-Assad. Et forcément, parmi cette opposition, il y a des membres de l'État islamique, mais il ne faut pas considérer que l'État islamique représente toute l'opposition. Il y a aussi des oppositions dans l'opposition. L'opposition au régime de Bachar el-Assad, elle est parcellisée en 2000 centres névralgiques différents. Il faut bien comprendre ça. Ensuite, l'État islamique, il faut savoir que le CNS, je ne me rappelle plus de la définition exacte, tu regarderas, mais le CNS qui représente la Syrie à l'échelle internationale, avait signalé déjà aux agences internationales et aux différents États la présence de l'État islamique en août dernier, en août 2013, Conseil national syrien, en août 2013, en leur disant attention, ces mecs-là sont dangereux. Donc, tu vois, c'est pas nouveau. On n'apprend pas récemment qu'il y a des dangers potentiels dans cette rébellion syrienne. Ce qu'on apprend, entre guillemets, et ce qu'on constate, c'est l'ampleur que prend le mouvement et la richesse qui se crée en Irak et en Syrie. C'est assez marrant parce que je crois que c'était la dernière émission ou l'avant-dernière de Politiquement Incorrect de la saison dernière. J'avais évoqué cette question de l'État islamique qui s'appelait à l'époque État islamique en Irak et au Levant, ou qui changeait juste de nom. Oui. Pour vous dire Al-Qaïda en Irak, oui, c'était effectivement ça. À la base, une des branches comme AQMI, j'arrive pas à le dire, Al-Qaïda au Maghreb islamique, voilà, dont on entendait parler l'année dernière finalement. Voilà. Aujourd'hui, au départ, c'était le EIL. Voilà. Oui. Et maintenant, c'est devenu l'EI. C'est beaucoup État islamique d'Irak. État islamique, simplement. Avant, c'était État islamique d'Irak. Voilà, c'est en fonction aussi de son extension territoriale. Mais c'est assez intéressant de voir que, voilà, durant cet été, comment cet État, qui n'en est pas vraiment un, on va le revoir, cet État s'étend de manière vraiment très rapide et de très factuelle également. Et ce sur quoi je voulais revenir, c'est la citation de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui a appelé cet État un non-État non-islamique. C'est il disait que c'était à la fois pas un État et que c'était pas musulman, dans le sens où ça ne défendait pas vraiment une vision correcte de l'islam. Mais là, c'est des questions qui sont presque théologiques. Moi, je suis pas prof de théologie, mais juste pour faire très simple et très schématique, le défend le sunnisme, voilà. C'est la branche sunnite de l'islam. L'islam s'est coupé en deux, grossièrement. Les sunnites, les chiites, 90%, 10%. L'Irak était dirigé par les chiites qui ne laissaient pas la place aux sunnites de s'exprimer. Et donc voilà, aujourd'hui, on a un renversement de pouvoir. Et l'islam était dirigé par les chiites depuis l'intervention des États-Unis en 2003. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont inversé déjà le pouvoir en place, qui était aussi discriminatoire envers les anciennes justement minorités, qui était déjà discriminatoire. C'est-à-dire que les États-Unis ont mis les chiites. C'est pour ça que je trouvais marrant ensuite qu'on nous parle de croissant chiite, de peur des Américains du croissant chiite, alors qu'ils avaient mis eux-mêmes des chiites au pouvoir en Irak. Oui, parce qu'on parle de croissant chiite parce que il y a aussi l'Iran est le premier pays chiite. Il y a pas mal de chiites également en Turquie, je crois. Mais voilà, d'où le croissant. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à analyser dans ce nouveau conflit, notamment autour de la posture américaine. On a avec Barack Obama un personnage quand même assez intéressant à étudier, parce que c'était le personnage, à l'instar un peu de François Hollande, d'une certaine manière, le personnage du changement. On devait changer de politique extérieure aux États-Unis, on devait passer à une ère post-George W. Bush de l'interventionnisme un peu effréné, et passer à autre chose. Il avait dit qu'il se retirait d'Afghanistan et d'Irak. Là, on se rend compte que le retrait d'Afghanistan a été beaucoup plus long que prévu, et que finalement, Barack Obama, c'est comme
si tu veux, c'est comme un aveu de faiblesse et c'est comme un aveu d'échec. C'est-à-dire que Barack Obama, d'impuissance, Barack Obama finit par revenir lui-même en Irak. Et il y a plein de manques de cohérence comme ça qui font que Barack Obama, dans les sondages aux États-Unis, n'est vraiment pas en bonne facture. Il y en a beaucoup qui le comparent à Jimmy Carter, qui était lui aussi démocrate entre 76 et 80, qui avait été beaucoup critiqué pour avoir donné une image de faiblesse des États-Unis, d'attentisme, et qui avait, si tu veux, qui disait qu'on laissait un peu l'URSS se développer et qu'on leur laissait la place. Et là, Barack Obama, c'est un peu la même chose. On l'accuse beaucoup de laisser la Russie développer ses velléités impérialistes en Europe de l'Est. Qu'on laisse aussi, qu'on négocie avec l'Iran pour le programme nucléaire alors qu'on ne devrait pas avoir à le faire, qu'on laisse la Chine se développer et prendre une place de plus importante. Si tu veux, l'image de Barack Obama est complètement écornée par ça. Alors justement, on a... Donc justement, elle est écornée parce qu'il n'est pas assez... parce qu'il n'est pas assez interventionniste, Voilà, parce c'est ça. qu'il ne donne pas l'impression d'être assez actif sur la scène internationale. Si on fait une Alors parenthèse que depuis la France, c'est quand même ce qu'on lui reprochait. Oui. Si on fait une parenthèse institutionnelle, rappelons qu'aux États-Unis, le président est élu, peut être élu que 2 fois seulement, et que ça change C'est vraiment. son dernier mandat. Voilà, ce sera son dernier mandat. Donc déjà qu'il a été beaucoup critiqué durant l'élection, etc., et qu'il y avait pas mal de discussions là-dessus. Mais c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'on normalement on peut se dire à partir de 2014 et la fin des élections, en tout cas il a plus aucune échéance, on était en mesure de se dire Obama va pouvoir appliquer sa vraie politique. Il a plus d'ambition électorale, il peut plus être élu, donc il va pouvoir appliquer vraiment ce qu'il a envie. Sauf que là, il est contraint de retourner en Irak finalement. Il est contraint d'y retourner. C'est ça un peu le drame que pour moi, pour Barack Obama, c'est qu'il n'a pas vraiment le choix. Sinon, on peut l'accuser d'être victime du Wim Factor, qui est le facteur un peu de faiblesse, de pétochard, dont était victime Bill Clinton déjà dans les années 90. Et si tu veux, ça c'est tout ce qu'on évite aux États-Unis, c'est-à-dire que dans cette sorte de pathologie, post-traumatique militarisée depuis le 11 septembre, Obama finit par vouloir tout le temps montrer, comme George W. Bush, qu'il est actif sur la scène internationale, qu'il lutte contre le terrorisme. Comme ça, en cas d'attentat, imagine que l'État islamique fomente un attentat sur le sol des Américains et que Barack Obama n'ait pas montré signe d'action. On va l'accuser d'être faible, d'avoir rien fait pour lutter contre ça. Alors que là, en donnant le message, en disant, si tu veux, on envoie des avions en Irak, on agit contre l'État islamique, il donne l'impression d'un président actif qui fait quelque chose, qui protège sa population et qui évite justement de paraître dans une position, dans un siège attentiste. Et moi, je pense que c'est vraiment ce genre d'enjeu politique qui fait la différence dans ce genre de situation. Maxime souhaitait réagir. Alors oui, Barack Obama présente des contradictions dans son discours, dans ses actes. Pas parce qu'il est pris en tenaille ou quoi, c'est que de toute façon, le système américain fonctionne comme le système français. Enfin, c'est plutôt le système français qui fonctionne comme le système américain. Gauche-droite, bon là-bas c'est démocrate, républicain, c'est le même truc. Non, mais peu importe le fond, enfin je veux dire le programme politique ou quoi, je veux dire on a cette espèce d'illusion d'alternance, cette illusion du pluralisme quand en réalité on est dans une plutocratie. Le système américain fonctionne exactement comme ça, ce qui explique justement les contradictions, les différences flagrantes qu'il y a entre le discours d'Obama et puis ce qui se passe réellement dans son mandat. Je veux dire Obama c'est un pion, c'est pas lui qui veut faire quelque chose, ou c'est pas le prisme si tu veux, c'est pas Obama le prisme qui permet de comprendre la politique quoi, de ce qui se passe. Il faut comprendre encore une fois les sponsors d'Obama. Alors voilà, là je voulais y revenir. Voilà. Maxime, attends. Faut quand même que tu répondes à cette question. Obama, dont on vient de dire qu'il n'avait plus rien à perdre, grosso modo, est encore le pion de ses sponsors ? Mais c'est pas pourquoi il aurait plus rien à perdre ? Il est plus éligible en tout cas à la présidence de des toute États-Unis. façon, il est éligible si on veut bien qu'il soit éligible. Mais il le sera plus. Il a fait ses 2 mandats. Il peut plus l'être de toute façon. Oui. Reste que c'est pas lui. Enfin, bon. Je veux revenir quand même sur le. Tu réponds pas à la question. Mais si, j'ai répondu. C'est pas lui. C'est pas parce qu'il peut plus être élu que. Alors ça y est, il peut plus être élu ensuite, donc il peut faire ce qu'il veut. Non, mais c'est même pas sûr déjà qu'il ait la culture, qu'il ait le savoir. Les politiques aujourd'hui ne sont pas des politiques. Je veux dire, ce sont des agents de com, de marketing. Ce sont des gens qui répètent un script. Non, mais il n'y a pas de réflexion, d'analyse géopolitique. Je veux dire, c'est des mecs qui sont enfermés dans. Qu'est-ce qu'ils voient ? Pardonne-moi, mais ça sonne comme une attaque gratuite. Pardon ? Ça sonne comme une attaque gratuite. Gratuite, non, mais on sait que dans comment on appelle ça, le cœur, j'allais dire le cœur impérial, mais bon, c'est pas tout à fait ça. L'haute administration américaine, on sait qu'on a des personnalités qui sont beaucoup plus influentes et qui ont une vision beaucoup plus fine de la géopolitique.
Je veux dire, on a des gens comme Kissinger, on a des gens comme ils s'appellent déjà... c'est des vieux de la vieille qu'on retrouve systématiquement, qu'on soit... Oui, mais depuis Kissinger, Bush père, il est gentil, mais Kissinger, il a le rôle de conseiller, c'est-à-dire que Barack Obama, c'est quand même lui qui a le dernier mot à dire. C'est comme Macron était conseiller de Hollande, il appartient aux sponsors, ces gens-là. Oui, non, mais sont d'accord, ceux mais Kissinger n'impose pas sa vision, c'est-à-dire qu'il propose une vision. Après, les présidents, il y a des dizaines d'exemples où c'est le président qui prend la dernière décision et qui a le dernier mot. Là, oui, ça est arrivé, puis ils se font assassiner d'ailleurs, en général. Justement, dans l'histoire américaine, il est là pour le montrer. C'est pas leur rôle de faire ça, c'est pas pour ça qu'on les a payés. Voilà. Ce sont des agents, ce sont pas des types qui sont au-dessus et il n'y a rien au-dessus. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et justement, là, ce qui se passe... alors, toute l'histoire sur l'État islamique, etc., je veux dire, c'est un énième épisode d'un plan qui a été élaboré et puis qui a été inauguré déjà il y a bien longtemps, qui connaît une accélération depuis, en gros, les attentats du 11 septembre, et qui consiste en la déstabilisation des États, des États en gros, du monde musulman, quoi. C'est ça, le but. Il y a deux grands acteurs qui tirent intérêt de tout ça. Ce sont les États-Unis et c'est aussi l'entité sioniste. Pourquoi ? Ah, nous y revoilà. Ah oui, ça rejoint complètement quand je disais que le sionisme peut s'étendre par la guerre. Tu vois, tu vas pouvoir développer parce ton idée. Parce que c'est important quand même. Je veux dire, Israël a vocation à demain, et ça c'est dans le catéchisme, j'allais dire, du sionisme, c'est de recréer l'Israël biblique qui va de l'Euphrate au Nil. Et l'ambition, je dirais, du sionisme, c'est demain d'avoir un État qui soit prépondérant à l'échelle du monde et qui supplante même, pourquoi pas, les États-Unis. On a eu à un moment donné ce qu'on appelle la Pax Britannica, c'est-à-dire qu'on avait en gros les États-Unis qui dirigeaient le monde, puis ensuite la Pax Americana, et puis peut-être, pourquoi pas, demain, voilà, l'Israël comme pays central. On le voit, ça ressort pas mal chez nos élites, notamment en France, par des gens comme Attali, qui nous expliquent que ça serait bien demain que Jérusalem soit la capitale du monde. Donc il y a une ambition, il y a de très 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 grandes ambitions là-dedans. Simplement, on ne peut pas, puisqu'il faut quand même maintenir un espèce de vernis humaniste, etc., puisqu'on ne peut pas dire, si Israël demain se lance dans des guerres pour annexer des territoires sans raison, on dira, bah non, vous ne pouvez pas nous sortir cette espèce d'argument que c'est la plus grande démocratie entourée de peuples barbares, sanguinaires. Donc pour entretenir ce truc-là, il faut créer une menace qui soit réellement menaçante pour Israël, et c'est pour ça que je disais les Israéliens, les pauvres, seront sacrifiés pour ça, c'est que on crée volontairement des groupes, mais vraiment terroristes, quoi. Là, ça y est, on en a, quoi. Moi, pendant longtemps, ça me faisait rigoler, ce truc-là. Quand j'ai vu là, ce que c'était ces gens-là, là, on a vraiment des dingos, quoi. Là, c'est... Même, ils sont faut voir la manière dont on parle même les grands comment on appelle ça, je dirais, les grands leaders des mouvements genre Hamas ou Hezbollah, quoi. Tu écoutes ce que dit Hassan Nasrallah sur ces gens-là, c'est impressionnant. Mais c'est quoi ces gens-là ? Là, on a atteint un degré dans la bêtise, dans l'horreur. Mais il faut quand même pas oublier, parce que bon, c'est que tous ces gens-là, mais comment ils ont pu exister ? Vous vous étonniez de l'ampleur que ça prend. Mais oui, attardons-nous un peu là-dessus. C'est comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Attendez, je veux dire, il y a des bases américaines partout. C'est des territoires qui sont conquis depuis déjà longtemps. L'Irak, on y est allé, d'ailleurs, je vous rappelle, pour un prétexte d'armes de destruction massive qui n'existait pas. Et comment ça se fait qu'on a laissé passer des gens comme ça ? Je veux dire, ces gens-là, d'où trouvent-ils leurs armes et tout ? C'était ces gens-là qu'on retrouvait pour combattre Kadhafi. Ce sont des gens qui vident les prisons d'Arabie Saoudite, qui ont subi l'endoctrinement justement qui provient de l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle le wahhabisme, cette espèce d'islam dévoyé, mais d'une... Je rappelle quand même qu'il y a des liens très forts entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Hein. Je veux dire que l'Arabie Saoudite existe parce que ce sont les États-Unis qui sont derrière. Hein, je veux dire. Et puis qu'on nous explique pas que c'est un pays islamique. Qu'on nous explique pas que c'est un pays islamique. Parce que, alors, on prétend qu'il y a une espèce de rigueur religieuse et très orthodoxe. Alors, du coup, les femmes, elles n'ont aucun droit. On a tout un tas de trucs qui reviennent aux espèces de Moyen-Âge. Et puis, dans le même temps, c'est les bimbos, c'est la prostitution, c'est l'alcool, c'est la débauche à l'américaine. C'est pas cohérent, là. C'est pas cohérent. C'est ouais, quand les États-Unis mettent un pied là-dedans, on voit après ce que ça donne. Et donc, tous ces combattants-là, ces combattants, ils sont sponsorisés. On a des témoignages, c'est parfois des condamnés à mort qu'on vient voir en disant, bah écoute, soit tu crèves ici, soit tu vas rejoindre l'armée pour libérer la Syrie, et t'es payé, t'as ta famille qui touche une rente et tout. Je veux dire, ce sont des gens qui sont complètement impliqués, enfin, qui sont appuyés, je veux dire.
il y a fort à parier qu'à un moment ou l'autre, on découvrira, d'ailleurs peut-être même qu'on a déjà les preuves, mais des implications directement des services de renseignement. Je veux dire, ce genre de truc, on sent directement la patte là, de la CIA, du Mossad. On sent cette patte-là, on sent la manipulation. Dire, des mecs qui disent, qui prétendent qu'on peut tuer tout le monde sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec eux. Dire, pourquoi faire des vidéos où on égorge des gens en disant Allahu Akbar? On est dans ces mêmes constructions, dans cette même manipulation, la même chose que le 11 septembre. On est toujours sur ce registre-là. Ça vise à quoi? Ça vise à destituer les États forts de cette région-là. Donc, il y avait la Libye, la Syrie, l'Iran. On a tout un tas de pays comme ça qui sont en fait des cibles pour l'impérialisme moderne. Ce sont ces cibles-là. Et merde, j'ai perdu mon idée encore. Du coup, parce que tu me fais des gestes là pour me dire qu'il faut Moi, que, j'ai rien dit. ça me- J'attendais juste la fin de ton texte pour pouvoir passer la parole à tes camarades qui aimeraient peut-être réagir. Mais pour dire qu'effectivement, toi, tu es sur une idée effectivement de manipulation. Bah, oui, ça semble assez évident. Ça semble assez évident qu'on est Donc, dans ces manipulations Si je comprends pour bien, destituer ces États-là, pour créer une menace qui légitimera demain à Israël de prévoir des guerres, mais il faudra d'abord qu'il y ait des morts. Donc c'est pour ça que je dis que finalement les Israéliens sont d'une certaine manière un peu sacrifiés comme l'ont été les mecs des World Trade Center, et que ça permettra effectivement une bonne nouvelle, et puis pour in fine s'en prendre à la Russie, à la Chine et tout ça. Alors, Donc, si à toi ça t'apparaît évident, ça m'a l'air moins évident pour tes si je camarades. Nous comprends allons bien, écouter Hugo. les États-Unis sont allés en Irak en 2003 pour offrir un terreau favorable aux terroristes qui vont faire tomber la Syrie. Non, attends. Non, mais est-ce que c'est à peu près ça? Non, les États-Unis, oui, c'est bien de me poser cette question-là, parce que les États-Unis n'ont pas que l'intérêt du sionisme en tête. Je veux dire, les États-Unis, c'est quoi aussi? Les États-Unis, c'est un empire qui décline. L'économie US, c'est mort, hein, c'est fini. Le dollar, il n'y a plus rien. Donc c'est un pays évidemment comme tous les autres. je pourrais te trouver des dizaines d'arguments qui prouvent le contraire. Ouais, mais moi aussi, ça je décline, pourrais- ça décline pour qui? Oui, non, Trouve-moi mais que ça non. décline. De quoi? Bah, trouve-moi des arguments qui montrent que ça décline vraiment, parce que les théories déclinistes, on les a Écoute, depuis 40 ans. écoute toutes les chroniques d'Olivier Delamarche là, sur BFM TV, on a des chiffres, on a des trucs. Alors après, il y a des bidonnages des chiffres. L'information, même- c'est quand même que Ça Maxime fait regarde 40 BFM ans- TV. Ça fait 40 ans que des théories déclinistes elles existent, depuis Samuel Huntington, il y en avait déjà d'ailleurs, et ça fait 40 ans qu'on attend le déclin. Ça fait 40 ans qu'on attend. Oui, on me sortait ça aussi quand je disais Hollande, il pourra pas redresser, dire il voit dans une boule de cristal ou je sais pas quoi. Déclin C'est de quoi? simplement- Déclin de quoi? C'est-à-dire de Mais l'économie US, bah, elle est plus rien. Le dollar, il a perdu chez peut-être 95% de sa valeur depuis la création de la Fed. Je veux dire, le niveau de chômage, le nombre de tickets de rationnement, de gens qui vivent sous tickets de rationnement et tout, je veux dire, l'économie US, c'est peanuts, il n'y a plus rien. La seule puissance du dollar, c'est la capacité de l'armée américaine de vous faire toute une fessée si vous acceptez pas sa monnaie. Oui, bah déjà militairement parlant, il n'y a aucun pays qui arrive à la cheville des États-Unis. Eh bah oui, Ensuite, au niveau du c'est dollar, pour ça que reste la monnaie- le dollar existe encore. Mais Parce que la dollar reste la monnaie la plus utilisée sur le marché. Ah oui, financier mais mondial. parce que vous savez quoi, quand un pays cherche à s'émanciper du dollar, ce qui était d'ailleurs le cas de Kadhafi ou de Saddam Hussein qui voulaient arrêter justement de vendre leur pétrole en dollars et tout, qui voulaient arrêter de pétrodollar, bah ils se font casser la gueule. Dire, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas faire ça comme ça. Je veux dire, l'impérialisme américain, une de ses armes majeures, c'est son armée, donc, et puis c'est le dollar américain. L'économie américaine, elle est finie. Je veux dire. Il n'y a plus rien. Donc, comme tous les empires, finalement, d'une certaine manière, qui déclinent, il y a besoin, il y a cette nécessité d'aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez nous, et d'où cette fuite en avant guerrière. Ça me semble assez évident que les États-Unis sont aujourd'hui dans une espèce d'appropriation des ressources, et ça fait en même temps, c'est-à-dire que leurs intérêts croisent les intérêts du sionisme. Donc c'est pour ça qu'on a une espèce d'alliance, et c'est pour ça que je disais que finalement ça favorise deux grands acteurs, ce sont les États-Unis et Israël. Voilà. Ouais, alors moi j'aimerais un petit peu réagir quand même. J'ai un peu du mal à expliquer cette paranoïa qui à chaque fois vise à chercher des trucs sous-jacents, des trucs qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas prouver de toute façon par définition. On peut pas prouver non plus le contraire. Ah non, tu A peux priori. pas Non mais là, prouver le attends, contraire. Non mais là, ça non, va mais- être un truc sans fin. C'est Non mais attendez, mais attends, j'ai je des veux vrais dire, propos à ajouter. la théorie du complot opposée à la théorie de la soi-disant vérité. Enfin, je veux dire, au bout d'un Mais moment. je voulais même pas en venir non, là-dessus. mais je recadre juste le truc en disant que moi je veux bien, mais sinon, voilà. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'analyse? Moi, ce que je constate, si tu veux, Nicolas, c'est que, voilà, effectivement, on nous vend un groupe terroriste qui s'est étendu depuis l'Irak jusqu'à la Syrie, qui s'est
considérablement enrichi, qui a mis la main sur plus de 3 milliards de dollars, ce qui est le principal problème notamment, parce qu'on sait qu'effectivement, ils étaient opposés à Bachar al-Assad, je parle à l'échelle régionale, mais Bachar al-Assad est toujours contraint de leur acheter du pétrole, parce qu'il faut bien qu'ils se fournissent. Donc si tu veux, ils vendent le pétrole à Bachar al-Assad, ils ont une influence qui est telle qu'aujourd'hui, ça va être très, très difficile. C'est pour ça que Barack Obama ment quand il dit on va les éradiquer. Il ne pourra pas les éradiquer juste en envoyant d'autres avions. C'est pas possible. Là, l'État islamique est trop répandu, est trop riche, il y a trop de choses en jeu. On les a financés, on les les a armés. Voilà, la France, Fabius les a armés. On parle des armes. L'État islamique a récupéré ses armes. Déjà, il faut le aussi. savoir, ils ont pillé déjà des bastions du gouvernement syrien. Et de la Libye. Je veux dire, c'est tout. De la Syrie surtout. Ils ont surtout récupéré les armes de la Syrie. Ils ont pu faire tout ça avec les bombardements de l'OTAN et tout. Je veux dire, c'est Fabius. Ce sont ces gens-là qui sont responsables aujourd'hui, qui ont créé. Ouais, mais il y a quand même une nuance dans ce que tu dis entre ils sont responsables et ils l'ont fait de manière. Je veux dire, le complot de la CIA et du Mossad, ça va 2 minutes. Je veux dire, il y a un moment où on peut aussi envisager l'idée qu'il existe effectivement des terroristes. Ça peut exister, qui veulent de l'argent, qui mettent la main sur les choses. Mais ces terroristes ont toujours existé en réalité. Simplement, la question c'est pourquoi est-ce qu'ils prennent de l'ampleur aujourd'hui. Après, juste au niveau des relations américano, pas évité alors. Au niveau des relations américano-israéliennes. Elles ont été beaucoup plus fortes que sous Obama. Obama, il n'est pas du tout fan d'Israël. Il y est allé une fois. La première fois qu'il y est allé, c'était en 2012. Donc, c'est-à-dire que c'était à la fin de son premier mandat et au début du second. Il a attendu 4 ans d'y aller. Il n'est pas du tout fan de Benjamin Netanyahou. C'est pas George W. Bush. Je m'en fous, c'est people, ça. Il est fan, il est pas Après, fan. on nous vend Barack Obama comme une marionnette de gens. C'est pas contenant. Tu me le vends comme une marionnette de gens. La manière dont fonctionne le système, il faut comprendre ça. Comment on peut monter quelqu'un comme Obama? Comment il a pu monter? Comment il a fait s'il n'a pas été appuyé par quelqu'un à un moment donné? Donc il faut au lieu de s'intéresser à Obama, il faut s'intéresser aux personnes qui l'ont appuyé. Et donc c'est comme en France, je veux dire, Obama, encore une fois, c'est pas à travers lui qu'on va comprendre la politique des États-Unis. Alors j'entends. En fait, là, tu nous expliques que si on a laissé le I grimper, c'est à cause de l'AIPAC finalement. Donc le lobby. Ça fait partie. À mon avis, ces gens-là en tirent profit. Ces gens-là ont intérêt à ça, évidemment. Il y a beaucoup moins d'influence qu'avant au Congrès, faut le savoir. Je sais pas. Alors, j'ai entendu Laurent Fabius, entre autres, c'est sous-entendu, a fourni les armes, etc., les a aidés. Est-ce qu'il faut les aider? On les a aidés. Non, on n'a pas d'argent. Enfin, c'est quand même dingue, quoi, que ça, déjà, ça fasse pas l'unanimité. Alors, on pouvait pas empêcher ce qui se passe aujourd'hui? Si, mais si on n'avait pas voulu que ça existe, ça n'aurait pas pu exister. Au Moyen-Orient, on est toujours dans le court-termisme au niveau politique extérieure. À chaque fois, on réagit à des situations d'urgence qui font qu'on n'a pas de politique de long terme et qu'on est toujours dans l'urgence. Et c'est ce qui crée ces situations. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose et que 10 ans après, ça a des répercussions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et souvent, on peut se dire que comme de toute façon, ce sera plus nous au gouvernement, ce sera au prochain de gérer la situation. Moi, je pense que c'est ça le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de vision à long terme. On applique à chaque fois des réponses d'urgence comme au Mali, comme en Centrafrique, où on répond à un appel. Souvent, d'ailleurs, c'est ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est plus les pays d'accueil, entre guillemets, qui critiquent l'intervention, mais c'est souvent eux qui appellent à l'aide, qui appellent au secours. Enfin, ces décisions se prennent quand même à l'ONU, il y a des gens qui sont là pour les conseiller. Alors, en l'occurrence, l'intervention en Syrie n'est pas sous mandat de l'ONU. D'accord. Non, pas en Syrie, mais en Irak, c'est le cas, mais pas en Syrie. Oui. Mais par contre, comme le dit Raphaël, bien sûr que c'est de plus en plus court et on veut mettre de moins en moins d'argent, moins en moins d'hommes sur le terrain. Donc oui, finalement, les décisions, les actions vont être sur le coup. On va essayer de régler ce qu'on peut régler et le reste, ils verront parce que finalement, c'est pas à nous de gérer. C'est ça la question. C'est nous, on va envoyer 3-4 missiles, c'est bon. Le QG va tomber et puis débrouillez-vous pour le reste. On voit ce que ça fait en Libye. Maxime a bien raison de le rappeler. Aujourd'hui, c'est un État complètement failli. Le Parlement doit changer d'endroit. Mais c'est-à-dire que vous pensez que c'était ça qui allait faire. En gros, ils ont échoué dans leur objectif, laisse finir Hugo et après tu pourras réagir, Maxime. On peut pas nier que c'est un échec, Maxime. Non, moi je dis pas qu'ils ont échoué, je dis qu'ils avaient pas d'objectif. Moi je pense qu'ils sont allés un peu en réaction sans penser au futur en se disant. Vous vous rendez compte que l'objectif il est militaire. Laissez finir Hugo, s'il vous plaît. L'objectif il est militaire avant tout, c'est-à-dire il y a des périodes de guerre, on intervient pour régler les problèmes guerriers, militaires. Et ensuite, tout ce qui est politique, tout ce qui est reconstruction, ça n'est pas viable, ça n'est pas durable. On le voit. D'ailleurs, rien qu'à voir en Irak, ce qui s'est passé, c'est que, malgré la longue durée d'intervention américaine, ils ont commencé à se retirer il n'y a pas si longtemps, en 2013, je crois, finir de se retirer. En Afghanistan, ils y sont plus ou moins toujours.
Il n'y a jamais de state building, on ne cherche jamais à créer un État. C'est-à-dire Voilà. qu'en Irak, la situation elle a empiré, les minorités elles sont montées les unes contre les Et autres. surtout, voilà, c'est plus surtout. qu'avant. Après, il faut quand même rappeler que, comme je disais, les derniers gouvernements irakiens, ils n'ont pas essayé d'intégrer les sunnites. Ils sont restés dans leur entre-soi chiite, ce qui a fait que le ressentiment des sunnites n'a fait que s'accroître et a donné de l'eau au moulin de l'EI finalement. Maxime. Quand on lit un petit peu, je veux dire, moi ce qui me dérange en fait dans leur vision, c'est que dans votre vision, c'est que vous prenez vraiment ceux qui dirigent pour des abrutis, quoi. Ils sont très tu parles de ceux qui Non, dirigent mais de vraiment. ceux qui dirigent. Je De parle ceux pas qui leur dirigent campagne. vraiment, donc je tu parle parles de pas ceux des- qui dirigent. Voilà, J'ai donné tout à d'accord. l'heure le nom de Kissinger, je parle aussi de Brzezinski. D'accord. Quand on lit C'est important de le préciser. le grand échiquier, par exemple, de Kissinger. De Brzezinski, je crois. Justement, non? Je crois que c'est l'inverse. Il me semble. Oui, Vérifier. oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est ça. De Brzezinski, oui, je les confonds les deux. C'est quand on lit ça, je veux dire, on comprend que, on peut pas dire que ces gens-là sont stupides, qu'ils n'ont pas de vision à long terme, qu'ils n'ont pas une vision fine de la géopolitique, même une connaissance fine des peuples et même des religions. Enfin, c'est ça qui est très, très, très frappant. Ce sont des gens qui sont très, très, très intelligents. Ça, ces gens-là sont des gens très intelligents. Je peux pas croire un instant que sans qu'il y ait d'arrière-pensée, sans qu'il y ait rien de sous-jacent, on puisse dire on va aller en Irak parce qu'on pense réellement qu'il y a des armes de destruction massive, parce qu'on pense réellement qu'on va être capable d'instaurer la démocratie, et de se rendre après compte en disant ah zut, on a échoué. Non, je peux pas croire à ça. Je peux pas croire une seconde. Qu'il y ait du complot, je veux dire, le complot est devenu un terme très, très galvaudé. Je veux dire, le complot, je veux quand même rappeler que c'est quand même une des corollaires du pouvoir. Attendez, quand un roi dirige et qu'on a une aristocratie qui veut prendre le pouvoir, elle tente une action militaire, elle va pas dire au grand jour ce qu'elle va faire, son plan, etc. Je veux dire, tout ça se fait dans le secret. Donc, dans le pouvoir et dans les mécaniques qui sont propres au pouvoir, on a ce genre on a du complot. On a des complots, c'est évident. Et moi, effectivement, je pense qu'on a des plans qui sont prévus pour la région. Je pense que ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie, c'est pas achevé encore. Il y a des résistances et puis il y a peut-être un événement inattendu, c'était la riposte, l'implication de la Russie. Mais je pense que tout ça ce n'est pas un échec pour moi. C'est pas, on a des gens qui nous dirigent, qui croient vraiment à la démocratie, les pauvres. Bon, ils s'y prennent mal. Non, attendez, c'est pas. Je veux dire, vu la cohérence avec laquelle ça se déroule depuis déjà des décennies, on peut pas dire qu'il n'y a pas de vision à long terme. C'est de la vision à très très long terme. Et c'est frappant de voir à quel point ça marche. Donc, je pense qu'il faut prendre la mesure. La vision à long terme, l'objectif. Moi, je pense que on est dans ce qui se passe actuellement, comme je disais, c'est la déstabilisation du monde musulman. Je pense que on a, disons, une certaine élite libérale, je veux dire, qui fonctionne c'est un peu l'héritière de la philosophie des Lumières, du matérialisme absolu, et qui cherche systématiquement à faire tomber les frontières pour pouvoir bénéficier d'un marché mondial. Donc on a, si tu veux, cette tendance-là qui vise effectivement l'établissement d'une espèce de monde de gouvernement mondial. Et puis on a un pouvoir effectivement qui tire son épingle du jeu depuis déjà quelques décennies et qui est très montant, qui est le sionisme. Les deux n'ont pas les mêmes objectifs, mais selon moi, ce sont vraiment les deux formes d'impérialisme aujourd'hui et qui posent problème. Je pense que ce sont ces deux-là qui posent problème et qui sont à combattre. Parce que là, on assiste réellement à une espèce de dépeçage des nations musulmanes. Je vois pas en quoi la démocratie, si c'est pas dans leur culture, c'est un truc occidental, la démocratie, je vois pas pourquoi ce serait un modèle forcément qui serait transposable d'une culture à une autre. Je veux dire, c'est pas forcément le modèle idéal. Donc ce truc d'ingérence, normalement, ça nous met la puce à l'oreille quand on voit le nombre d'ingérences qu'il y a eu, et puis pour des raisons fallacieuses, normalement ça suffit. Je veux dire, ça suffit à un esprit à peu près éclairé pour se dire, bon, c'est qu'il y a eu manipulation, c'est que je me suis fait tromper. Je veux dire, aux États-Unis, on s'en rend de plus en plus compte. Dire, bon, vous nous avez fait le coup qu'on allait lutter contre le terrorisme, vous y êtes allé déjà depuis le 11 septembre, mais il n'y a jamais eu plus de terrorisme qu'aujourd'hui, vous foutez pas un peu de notre gueule. Normalement, c'est ça la réaction saine, quoi. On peut pas après essayer d'aller dans l'analyse poussée du truc, et il y a eu d'abord le IL, il y a eu le Daesh, machin. Bon, on s'en fout en réalité, tout ça, faut voir la mécanique globale.
Et là, je pense qu'effectivement, on est en train de tromper les peuples. On est en train de tromper les peuples, et c'est très dangereux ce qui se passe en ce moment pour la France. Parce que justement, ça, pour revenir un peu au sujet de départ sur les manifestations et tout ça, c'est que, attention, je veux dire, on a une communauté musulmane très 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 importante en France. Et à vouloir essayer de nous expliquer, parce que là j'ai vu qu'on avait demandé aux musulmans, il y a des sondages, des trucs pour demander s'ils condamnaient ou pas ce qui se passait, genre le meurtre, là, je sais plus l'assassinat voilà, l'assassinat c'est pas un journaliste, il y a eu des Américains et donc un Français, Hervé Gourdel, qui était en l'occurrence pas un journaliste mais quelqu'un qui allait faire de l'alpinisme ou enfin de la randonnée en Algérie, 55 ans, justement, qui a donc été assassiné. Et donc ce que tu disais, c'est qu'effectivement on a les regroupements musulmans en France, on vient dit de ce genre de choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là c'est là qu'on voit normalement il n'aurait pas. Pour moi, il y a obligatoirement un plan, quoi. Là, on cherche réellement en France à faire monter les tensions. Oui, c'est un plan. C'est entre les questions Dieudonné, machin, sur l'antisémitisme, sur là ce qui se passe dans cette région du monde. On essaye d'expliquer, dire oui, attendez, les musulmans, dites-nous quand même bien que l'islam c'est pas ça. Dites-nous bien. Et puis même les termes employés. Le djihadisme, les islamistes, des choses comme ça. Moi, j'en ai marre, en fait, presque de parler de ça, parce que de toute façon, ça m'impose même une espèce de champ lexical que déjà je cautionne pas. Quand on parle de djihadistes ou quoi. Bon, je suis d'accord par contre pour dire que tous ces mecs là de l'EIL et tout et ce qui armait ce qui était l'armée contre Bachar el-Assad, l'armée contre Kadhafi et tout, ces gens-là sont très dangereux et ces gens-là sont à combattre. Alors voilà, avant de passer la parole à Raphaël, on est bien donc dans une situation aujourd'hui où on parle de terrorisme. Là, oui, réellement. Voilà, avec, rappelons-le, l'histoire des 3 terroristes qui sont venus, enfin qui sont passés par je ne sais plus quel pays, qui ont été arrêtés là-bas, mais quand ils sont arrivés en France, les policiers n'ont pas su les retrouver et donc du coup alors là c'est la première, enfin je veux dire les terroristes qui viennent se rendre à la police, donc voilà, on est dans un sentiment aujourd'hui, alors alimenté ou pas, chacun a ses idées de peur, de terrorisme, c'est bien de ça dont il s'agit et voilà, un Français assassiné donc directement après avoir été kidnappé pour des raisons qui leur sont propres mais sur lesquelles on peut s'interroger. Raphaël, tu souhaitais réagir? Ouais, non, juste par rapport, effectivement moi aussi j'ai entendu les mêmes sondages où on dit est-ce que vous pensez que les musulmans condamnent assez les faits de ce qui se passe. Bien sûr. Après, je pense qu'il faut que Maxime prenne du recul là-dessus, dans le sens où il faut bien penser que ces sondages-là sur les sites, derrière l'écran, celui qui fait le sondage, c'est juste un simple community manager qui est là, qui se dit je vais proposer ça, les gens disent ok, vas-y, il tape le truc en 3 secondes et hop, ça fait un sondage. Il n'y a pas de réunion de comité d'information, de réunion de rédaction pour dire bon, on fait un sondage comme ça, vous n'avez pas le choix. Dans les rédactions, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, moi je condamne de la même manière. Je comprends pas en fait comment on peut demander à un mec qui est français, qui est né en France, qui est juste musulman, de justifier d'un truc qui a lieu sur un autre continent où il est jamais allé. Dont on ne saisit pas les enjeux. Voilà, dont on ne saisit pas les enjeux. C'est des pays où il est jamais allé. Il se revendique même pas de ça, le mec, si tu veux. On lui demande de justifier comme si on allait voir des protestants en leur disant regarde, le Ku Klux Klan a fait ça, vas-y, exprime-toi, dis que tu condamnes. Tu vois, c'est vraiment la même logique et moi ça me dépasse complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc, donc juste très brièvement, sur le côté finalement organisé de l'explosion là, enfin je veux dire l'émergence là de ce mouvement là, c'est aussi qu'on retrouve dans ces armées là beaucoup d'étrangers et très peu finalement de natifs quoi, enfin. Et on retrouve déjà, j'ai vu des Belges, des trucs comme des ça. Français, des Anglais. C'est la grande lutte actuelle de Jean-Yves Le Drian et de son collègue de l'Intérieur. Comment ça c'est pas. Enfin, encore une fois, je veux dire, tout ça, c'est quadrillé, le périmètre, c'est quadrillé. Comment tous ces gens-là sont venus en masse? Comment c'est possible? Qu'on m'explique, je veux dire, je veux bien me traiter de paranoïaque ou truc comme ça, mais qu'on m'explique comment c'est possible tout ça quand précisément on a des armées les plus puissantes du monde qui sont déjà sur le territoire et qui prétendent déjà lutter contre le terrorisme. Comment c'est possible? Comment on a laissé passer ça? C'est ton avis, Raphaël, Hugo? Tu vas en Turquie, tu passes la frontière, après il n'y a pas d'armée sur place, ils envoient juste des avions pour bombarder, donc à partir du moment où tu n'as pas d'hommes, tu peux pas envoyer non plus 150 000 soldats à la frontière turque, tu fais pas ce que tu veux. Il y avait un reportage il n'y a pas longtemps sur M6. On peut aller dans les pays... Dans 66 minutes, il y avait un reportage qui montrait, c'était une famille de 3 personnes, il y avait l'homme, la femme et l'enfant de 3 ans, et ils montraient, les journalistes les suivaient, comment ils sont arrivés jusqu'à rentrer en Syrie.
Donc les journalistes les accompagnaient en Turquie et voilà et après visiblement c'est très facile. Ouais, mais- Ils sont fait arrêter. Bah, Ils sont fait Maxime, arrêter à il la faudrait que frontière. chacun regarde tous les autres pour pouvoir tous se surveiller les uns Non, et les mais autres et donc atteindre Sur les libertés l'application pour de la ne pas Turquie, à ce moment-là, pouvoir. du gouvernement turc Mais non, mais là-dedans. Maxime, on ne peut Ah, pas du tout coup, contrôler. Il y a Non, 7 mais- milliards d'humains dans le monde. Oui, mais on peut bien mobiliser des armées alors que les pays sont complètement endettés. On va bien donner de l'argent pour aller financer des armées à l'extérieur. Alors on pourrait bien, ne serait-ce que dire au gouvernement turc à ce moment-là de contrôler ses sorties, quoi. Je veux dire, Donc pour Enfin, toi, c'est le des fait de ne réseaux pas. illégaux après, hein, tu sais, c'est des trucs qui sont organisés. Voilà. Là parce qu'on montre ceux qui sont passés mais on montre pas forcément ceux qui ne sont pas je passés. peux pas ceux qui ont été concevoir que Voilà. par des réseaux illégaux, on arrive à monter une armée qui puisse intimider et qui puisse, je veux dire, Ils mettent la main- ils mettent inquiéter la à main. ce point. Le quoi. truc, c'est qu'ils mettent la main sur les armes du gouvernement syrien. Oui, mais parce Donc, à qu'ils partir de sont là, tu récupères financés, des c'est parce grosses qu'ils sont armes financés. et tu récupères les puits de pétrole. Donc tu récupères l'argent Je qui va avec. Oui, je suis d'accord que maintenant on en est arrivé où ils sont très puissants. Je suis d'accord avec ça, mais c'est comment ils en sont arrivés jusque-là. Et là, on a eu l'aval des pays occidentaux. Je veux dire, on a eu l'aval de Fabius, on a eu l'aval de Hollande. Je veux dire, on les a vus dire qu'ils allaient financer, qu'il fallait les aider et tout. Ils l'ont fait. Donc, même quand j'entends maintenant qu'il faut condamner le meurtre là comment Hervé Gourdel. Voilà, Hervé Gourdel. C'est insupportable d'entendre ça de la bouche de Fabius ou de Hollande. Je veux dire, ils sont responsables directement. Enfin, c'est pas eux ils sont qui ont responsables. appuyé. C'est pas eux qui ont appuyé sur l'arme. Non, Mais c'est c'est pire ce qu'ils ont fait. Genre, ce sont eux qui ont fait décapité. le cadre, qui ont permis le cadre de tout ça. Ce sont eux qui sont responsables. Messieurs, une dernière réaction. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour même s'il y a toujours des choses à rajouter. En tout cas, on a bien compris vos. Pardon, Hugo. Oui. Non On a- l'heure tourne et il est 20h. On a bien compris vos points de vue. Effectivement, cette saison, nous nous quitterons à 20h le jeudi soir. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On vous rappelle que toutes les émissions de Radio Rec qui auront lieu cette saison vont reprendre petit à petit. Je pense à Robin, Cinebdo, qui va reprendre le vendredi, etc., etc. Donc d'autres émissions. Tout à suivre, bien sûr, en podcast, à suivre en direct, en vidéo ou pas, ça dépend des émissions. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Hugo ? Non, qu'on sera cette saison suivi de One Shot. Voilà, le jeudi soir. Alors je ne sais pas s'ils sont là ce soir ou pas, mais effectivement, Voilà, à partir de 20h30 si tout va bien. à partir de 20h30 pour One Shot. Je vous rappelle, puisqu'on en parlait en début d'émission, je vous ai pas donné toutes les informations. Ça concerne la vie universitaire, puisqu'effectivement on est aussi dans le domaine de la politique et de l'information. Si je vous représentais ce contexte donc de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et ses mobilisations en cours, et effectivement donc une assemblée générale qui a lieu mardi 2 octobre de 12h30 à 14h. On ne vous invite pas particulièrement à aller à cet AG, mais c'est 7 octobre. mardi 7 octobre effectivement, puisque nous sommes le mardi 2 octobre. On est le jeudi 2 octobre. On est le jeudi, c'est pas grave, je vais m'en sortir. On est On le est jeudi le 2 2 en octobre, tout cas. voilà, c'est ça, c'est l'erreur que j'avais sous les yeux. Et donc effectivement, Assemblée Générale le 7 octobre, mardi prochain, de 12h30 à 14h au bâtiment Copernic, c'est en salle 1B075. Un jour, il faudra qu'ils changent les numéros des salles à Copernic, c'est une horreur. Juste pour vous dire, voilà, effectivement, que même si vous ne prenez pas de position, ou si vous voulez en prendre une et n'importe laquelle ce soit, c'est intéressant de se mettre dans ce débat qui concerne chaque étudiant, et ça peut être intéressant, effectivement, d'en débattre de ce projet de fusion, de est-ce qu'il faut effectivement faire des économies dans la fac. Voilà, ça regroupe beaucoup de sujets de société, tout cela, et ça peut être assez intéressant. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Je vous rappelle l'adresse du site web Radio Rec, radio-rec.fr. Si jamais vous nous écoutez à partir d'un autre support, eh bien c'est le site de la radio officielle. Et puis Facebook, Politiquement Incorrect, ou encore Twitter Incorrect. Je vois Hugo qui me regarde, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou Non, si c'est très bon. bien. Merci Maxime, merci Raphaël et merci Hugo. Merci à toi Nicolas on est- pour cette présentation. De rien. On espère retrouver d'autres chroniqueurs tout au long de la saison, des invités. Vous pouvez venir juste pour une émission parler d'un sujet qui vous intéresse dans toutes les composantes de l'université. Hein. On a des scientifiques du côté des maths, on a des sciences humaines, de l'urbanisme, je pense à ma formation. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour une émission de Radio Rec. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très belle soirée à tous et à toutes. Et à bientôt. Ah, je voulais vous annoncer ce décès, le décès de la boule de Fort Boyard, voilà. Qui Passe-Muraille a dit qu'il le considérait comme quelqu'un de sa famille, voilà. Donc on a une pensée pour la boule qui, je suis sûr, a bercé notre enfance en sonnant le gong de Fort Boyard. Tu pensais qu'il était déjà mort ? Eh ben non, il était malade et il est mort.
Ah, je pensais Voilà. que c'était pas un nouveau qui l'avait remplacé. Non, la boule n'était plus là cette année et donc la boule est décédée à 62 ans des suites d'un cancer, voilà. Rappelons quand même son vrai nom, hein, c'est Yves Marchesso, Yves Marchesso, donc voilà, qui est décédé. Repose en paix, Yves. Voilà, et je suis sûr qu'il a bercé la vie de nombreux étudiants et c'est pour ça que je tenais à le souligner. Merci beaucoup, très belle soirée. Et n'oubliez pas Alain Juppé ce soir dans Des Paroles et des Actes avec David Pujadas. Bonne soirée.